Bienvenue sur En Aparté, je m'appelle Oriane Emery et je suis ravie de vous inviter dans les coulisses de la création artistique. Dans chaque épisode, je reçois un nouvel artiste de différents univers, le spectacle vivant, les arts plastiques, la littérature, la gastronomie, le cinéma, à parler en toute sincérité et décontraction de son quotidien, de ses inspirations, de ses galères comme de ses ambitions. Et j'en profite pour poser tout un tas de questions qui me taraudent sur le moment et qui, je l'espère, vous permettront à votre tour de découvrir des créatrices et créateurs inspirants avec un nouveau regard. Bonne écoute! Bonjour à tous, je suis si heureuse de vous présenter ce nouveau podcast, intime, décontracté et inspirant. J'ai eu la chance d'avoir à mon micro une artiste que j'admire beaucoup, Louane Manchot. J'ai découvert Louane sur YouTube, là où elle œuvre principalement, lors du premier confinement en 2020. J'ai tout de suite accroché à son ton décomplexant, sa patte humoristique et sa capacité à tout mettre en œuvre pour réaliser ses rêves d'enfant. À 22 ans, elle réalise des vidéos qui cumulent plus de 13 millions de vues. Elle a écrit un livre, elle a fait un TEDx et vit de sa passion créative. On a longuement discuté avec Louane et si je m'étais écoutée, on y serait sans doute encore. On a parlé notamment du regard des autres quand on s'expose sur Internet, de pourquoi se livrer sur des sujets perso parle finalement au plus grand nombre. On a aussi évoqué ses sources d'inspiration, de comment nourrir sa créativité même dans les périodes de moins bien. On a parlé de solitude, de vulnérabilité et de loi de l'attraction. Louane m'a également confié avec franchise sa stratégie pour gagner de l'argent avec son métier, tout en restant alignée à ses valeurs et ses priorités. J'étais très enrhumée au moment de l'enregistrement, vous l'entendrez sans doute quand je parle du nez, et on s'est parfois arrêté pour faire des pauses tisane au miel. Bon, c'est la magie du direct. Malgré cela, on a abordé plein de sujets passionnants et Louane m'a partagé beaucoup de recommandations d'artistes et de créateurs à découvrir que vous pourrez retrouver bien évidemment dans les notes du podcast. C'est vraiment pour ce genre de rencontre incroyable que j'ai lancé En Aparté et je suis très fière de pouvoir vous partager cet épisode aujourd'hui. Alors, bonne écoute. Et salut Louane. Salut. Merci beaucoup de venir sur En Aparté. Merci beaucoup de m'inviter. Dans ton appart. Bienvenue dans la maison. Franchement, c'est un plaisir. Et j'ai plein de questions pour toi. Trop bien, j'ai hâte d'y répondre, oh là là. Dans tes vidéos et sur les réseaux, tu te définis comme une troubadour professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Et comment ça t'est venu? Ça m'est venu, déjà j'ai fait un bac L et toi-même tu sais, les gens en bac L c'est des troubadours, des ménestrels. C'est clair. C'est des gens en sarouel qui fument des roulés devant l'école. Donc déjà c'est venu un peu de là ce truc de mes potes ils me disaient t'es vraiment un troubadour machin. Et après j'ai vraiment suivi le parcours cliché du troubadour, c'est-à-dire que j'ai pris mon sac à dos et que je suis partie vivre avec des hippies en voyage et j'ai fait un métier qui n'existe pas et c'est un peu tout ça tu vois. Et la troubadour life, c'est ce que je vis en ce moment, c'est-à-dire que déjà j'ai pas un métier stable, donc je fais ce que je veux quand je veux, ce qui est incroyable. Et je voyage beaucoup, mais de manière un peu hippie, c'est-à-dire que j'ai des amis qui vivent dans des caravanes, donc on rencontre des gens en caravane, des gens en van, donc déjà ça c'est très troubadour. Et j'adore porter des claquettes chaussettes et des joggings et partir rencontrer des gens chelous aux quatre coins de la France. Donc voilà, ça c'est la troubadour life. Ouais. L'originalité et ta boussole. Ouais, l'originalité ou juste un truc un peu vivons dans les champs et soyons heureux, tu vois. En vrai, c'est pas très original quand tu baignes dedans parce que tout le monde fait ça, tout mon entourage est comme ça, donc c'est plus original pour moi, tu vois. Mais au départ, ça l'a été. Enfin, est-ce que tu t'es senti un peu à l'écart à un moment et après tu as trouvé des gens qui te ressemblaient, qui avaient un peu le même mode de vie? Ou comment ça s'est fait en fait t'as toujours été dans ce milieu-là avec des potes aussi? J'ai toujours été un peu chelou parce que j'ai vécu en station de ski toute ma vie. Ouais. Donc déjà c'est une vie un peu marginale où tu déménages souvent, où tes parents ils travaillaient beaucoup et après ils travaillaient plus du tout. Du coup on pouvait bouger. Enfin c'était déjà un peu nomade. Et après moi j'ai toujours été un peu perché dans ma tête donc donc voilà, les gens me suivaient pas forcément mais moi j'avais l'impression qu'ils me suivaient donc oui, il y a pas eu de déclic en fait, t'as toujours été un peu troubadour. Ouais, puis j'ai toujours voulu voyager donc la moindre occasion était bonne et là il y a beaucoup d'occasions donc c'est cool. Ouais, génial. Voilà, et troubadour professionnel parce que c'est ma profession. Et est-ce que tu te considères en tant qu'artiste? Et est-ce que t'as eu un déclic? Parce que c'est vrai que aujourd'hui on peut te définir comme vidéaste, c'est quand même ton activité principale, mais c'est vrai que sur YouTube on parle aussi beaucoup de youtubeurs qu'on considère pas tous comme des artistes. Comment tu te ressens par rapport à ça?
Moi, quand j'étais petite, je me prenais vraiment pour une grande artiste. Je construisais des sculptures en papier. J'étais très folle dans ce genre de truc. Genre, j'étais toute la journée dans ma chambre et je fabriquais des petits machins, tu vois. Mais pas que en papier. Genre, il y a eu vraiment des phases. Je refaisais toute la déco avec des photos que j'avais pris et je fabriquais des trucs et tout. Je fabriquais mes costumes pour les pièces de, tu sais, de fin d'année d'école et tout. J'étais vraiment un enfant reclus dans sa chambre qui faisait des trucs. Et du coup, mes parents... toujours avec cet amour de la scène et du spectacle, un peu. Ben, pas tant. Plus, je sais pas, les trucs que je pouvais faire avec mes mains rapidement et dans ma chambre, c'était bien, tu vois. La scène, oui, j'en rêvais, mais je me disais pas, je vais monter sur scène. Et du coup, mes parents, ils m'ont toujours dit, oh là là, c'est une artiste, hein. Mais tu sais, en mode... elle fait des trucs. Tu sais, elle est folle, genre. Et du coup, ouais, moi, dans ma tête, je me suis toujours dit, je suis une artiste. Mais en mode très noble. Et mes parents, c'était plus, c'est une artiste, qu'est-ce qu'on va faire d'elle, tu vois. Et donc, oui, voilà. Moi, je me suis toujours un peu considérée comme une artiste. Et en même temps, je trouve que ça veut tout et rien dire être artiste, tu vois. Oui, tout le monde est artiste, en fait. Tout le monde a un talent d'artiste. Ça, t'en es persuadée? Bah ouais, de ouf. Il y a juste des gens qui l'exploitent pas du tout et il y en a qui l'exploitent un peu à côté du boulot et tu vois. Mais je trouve que tout le monde est artiste. Enfin, c'est l'humain, il fait des machins d'artiste, tu vois. Et du coup, attends, je me souviens plus de ta question. Oui, je me considère comme artiste. Ouais. Mais pour moi, ça veut tout et rien dire. C'est le syndrome de l'imposteur que peuvent avoir certains en disant, voilà, je fais des choses, mais je sais pas si je suis vraiment artiste. Non. Mais d'ailleurs, c'est étonnant parce que tous les gens que je croise dans ma vie ou des gens qui me posent des questions par rapport à YouTube, ils me disent comment tu fais pour pas avoir peur des gens, comment tu fais pour pas avoir peur des avis, comment tu fais pour montrer tes trucs et tout. Et en fait, c'est vraiment un souci que j'ai jamais eu. Alors que j'avais pas du tout confiance en moi et que tu sais, j'étais pas du tout dans le délire de je suis une artiste, regardez-moi, pas du tout. J'ai jamais eu de problème à faire des choses et à les montrer aux gens. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je connais pas. Cette peur du jugement, c'est pas quelque chose qui te stresse J'avais peur quand j'ai commencé, j'avais un peu peur, mais ça me freinait pas du tout. C'était pas pour moi un obstacle à faire quoi que ce soit, donc voilà. L'amour de la création était plus fort. Ouais, juste je me disais, bah c'est normal en fait, je fais mes trucs. Bon voilà, les gens ils vont dire des choses, bien sûr, mais c'était tellement naturel de faire des trucs chelous dans ma chambre que... Voilà. Les montrer un peu plus largement. Oui, voilà, je me disais, bon, voilà, comme ça, tout le monde le verra et tout le monde verra que je suis très talentueuse. Pas que mes peluches dans ma chambre. C'est génial. Comment tu jongles entre tes différentes casquettes de vidéaste, scénariste, auteur maintenant? Félicitations d'ailleurs pour la sortie de ton bouquin. Comment tu fais en fait? Comment je jongle? Bah, au début, c'était vraiment dur. J'ai arrêté l'école, déjà. Alors attends, on va reprendre tout le début. Donc j'ai commencé les vidéos quand j'étais au lycée, en première, donc ça a fait 1 an et demi de lycée. Après j'ai fait 1 an et demi d'études sup où j'ai changé de ville, d'école, de parcours et tout ça. Donc du coup pendant 3 ans, j'étais pas à plein temps et je faisais mes vidéos en dehors de l'école. Du coup, la journée j'avais ma journée d'école et le soir je rentrais, j'avais entre guillemets ma journée de travail. Donc ça s'est organisé. C'était un peu Batman en fait. Ouais, voilà. Voilà, exactement. Écoute, écolière la nuit, youtubeuse la nuit. Ouais. Non, c'était pas ça. Écolière le jour. Jesus. Et du coup, c'était compliqué à gérer parce que du coup, j'avais pas le temps pour les tournages. Je pouvais pas faire tout ce que je voulais. Mais d'un côté, ça s'organisait bien parce que j'avais des heures assez précises et puis j'avais en dehors de l'école quelque chose à faire, tu vois, j'avais une passion, j'avais un truc le week-end, j'étais pas en mode je fais rien du tout, je faisais mes machins. Et après j'ai arrêté l'école et là c'est devenu super compliqué parce que c'est devenu pro, donc j'ai dû apprendre à professionnaliser tout ça et à faire ça la journée. Du coup, j'avais toute la journée pour faire ça et après la journée, tu sais, je savais pas quoi faire. Je me suis retrouvée avec plus de hobby parce qu'en fait mon hobby c'était ce que je faisais avant après. Ça a été compliqué ça à gérer? Au début, c'était un peu bizarre parce que je me disais, genre à 21h, je me disais, alors là, j'ai vraiment rien à faire, quoi. Vraiment, c'est super. Qu'est-ce que je ferais d'habitude? Des vidéos, mais j'en ai fait pendant 8 heures déjà, donc un peu plus. Du coup, c'était un peu compliqué. Et après, ça s'est goupillé comme assez naturellement avec quelques mois de pratique, tu vois. Et du coup, comment je jongle? Je jongle toujours assez difficilement, je crois. Parce que y a la casquette un peu administrative où tu sais je recule tout ça et en même temps il faut que je le fasse, donc du coup ça me prend toujours un peu la tête. Il y a la casquette montage où ça pareil, c'est énormément de temps et en même temps je procrastine à fond
parce que c'est trop de temps et ça m'angoisse. Donc voilà, il y a la casquette écriture où j'ai toujours un peu des petits trucs écrits, mais jamais finis. Il y a la casquette, enfin il y a toutes ces casquettes, genre elles se chevauchent toute la journée et elles se disputent un peu leur temps de parole. Mais au final, je me fais des objectifs semaine ou mois et j'y arrive assez facilement sans trop me prendre la tête en fait. Ouais. Genre il y a 10 jours, je vais te dire n'importe quoi, mais peut-être 3 ou 4 jours dans la semaine, j'ai procrastiné de ouf et j'ai fait d'autres trucs. Parce que je trouve que quand t'es... Encore, on revient à ce truc d'artiste, je trouve que quand t'as une vie un peu comme ça, où t'as pas d'horaire et où tu sais toi qui gères, ben c'est important de se laisser le temps de faire d'autres trucs. Ah oui, tout à fait. Et puis ça nourrit ta créativité. Ouais, c'est ça, ça fait partie du travail, je trouve. C'est genre, il y a 1 jour ou 2 jours dans la semaine où tu fais rien. Bah, c'est du travail parce que ton cerveau, il macère un peu dans ce qu'il a fait jusque-là. Donc voilà, je jongle difficilement, mais on s'en sort. Ouais. J'ai vu aussi que t'étais assez autonome en fait dans toutes ces activités-là, que tu travailles pas forcément en équipe avec justement un monteur, un cadreur. Pourquoi ce choix-là? Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait évoluer à l'avenir? Justement, c'est des questions que je suis en train de me poser. Au début, je cherchais grave un sauveur. J'appelle ça un sauveur maintenant, mais quelqu'un du métier qui s'y connaissait, qui pourrait me prendre sous son aile, qui pourrait me présenter à des gens, qui pourrait me signer dans un network, dans une agence, dans des trucs comme ça. Je cherchais quelqu'un ou une entité qui pourrait me, tu sais, comme si j'étais pas à même de le faire moi-même, parce que je croyais pas en moi, parce que je savais pas trop que ça pouvait exister, parce que je croyais pas au fait que je pouvais m'en sortir toute seule. Donc du coup pendant des années j'ai cherché des gens qui pourraient me signer, tu vois, ou des agents ou des managers, sauf qu'en fait déjà j'avais trop d'attentes. Et en plus, quand t'as trop d'attentes envers des gens qui sont pas forcément qualifiés, t'es très déçu. Donc j'ai été déçue par plein de gens pendant des années. Je me disais mais c'est pas possible que ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qu'il y a de mal avec moi et tout? Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais pas de sauveur parce que c'était moi mon sauveur et que j'étais très à même de le faire toute seule et que je le faisais déjà toute seule très bien. Sauf que maintenant, j'allais juste un peu croire en moi et me dire c'est bon, je suis toute seule et c'est très bien. Du coup, j'ai commencé à endosser genre avec de la poigne tous ces rôles d'agent, genre j'adore négocier mes contrats maintenant. Le montage, pareil, je me disais il faut que je trouve des gens, il faut que j'ai une équipe et tout. Et en fait, je suis pas mieux servie que par moi-même, tu vois. Donc j'ai beaucoup cherché des gens pour m'entourer et en fait, ça fait 2 ou 3 ans que je suis solo et que je kiffe ça. J'aime trop tous les métiers qu'inclut mon métier en fait. Ouais. Donc c'est trop bien. Après, ce qui est chouette, c'est que j'ai réussi à avoir des équipes sur des projets ponctuels. Donc en gros, je suis pas tout le temps entourée, mais par exemple pour des gros projets ou pour un moment où j'ai besoin d'un cadreur ou un moment où j'ai besoin d'un monteur, j'ai eu ces gens-là qui m'ont appris à travailler du coup avec une équipe et avec des gens extérieurs, parce que quand tu travailles tout seul, tu sais pas travailler avec des gens extérieurs. Donc ça m'a appris à faire tout ça. Et maintenant, je suis un peu dans un moment de creux où je me dis ça serait peut-être bien que je commence à m'entourer à plein temps, notamment au niveau montage parce que ça commence à me saouler de faire du montage. Donc je commence à rencontrer un peu des gens, à demander autour de moi, vous connaissez pas des monteurs chouettes? Ok. Ouais, c'est comme ça que tu procèdes, c'est une question que j'avais. Oui. C'est en discutant et tu trouves des gens en fait. Ouais, après moi je connais déjà pas mal de gens parce que du coup ça fait des années que je vadrouille un peu dans tous les milieux. Ouais, bien sûr. Mais oui, après, c'est en demandant, bien sûr. Rien qu'une story ou rien qu'un truc, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, tu vois. Donc voilà. Ouais, voilà. C'est la fin de ma réponse. J'aime beaucoup cette réponse. Et comment tu t'es formée, en fait, à tous ces métiers-là? Comment t'as fait, en fait? Est-ce que c'était déjà un sujet de se dire, il faut que j'apprenne à monter, il faut que j'apprenne à écrire des histoires, ou est-ce que c'était un peu au petit bonheur et t'as appris par toi-même en fait? Alors moi je suis team au petit bonheur perso. J'ai pas été formée du tout sur rien du tout. C'est d'ailleurs un problème par exemple quand je travaille avec des monteurs parce que j'ai une façon de monter qui est catastrophique. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu le montage, moi je drop mes 5 heures de rush dans ma timeline. Et allons-y quoi, ça coupe, ça découpe et tout. Et par exemple ce matin j'ai eu rendez-vous avec un monteur avec qui je vais travailler
Et il me disait voilà, donc moi je fais des dossiers, chaque rush a son dossier, puis je fais des process pour les dossiers et tout. Et je lui disais mais alors moi pas du tout. Il m'a dit vraiment faut que t'apprennes parce que ça va être une galère sinon. Et du coup j'ai tout appris. T'es en train de désapprendre là en fait. Ouais vraiment, il va falloir que j'apprenne à faire des dossiers, ça va me saouler. Moi je suis vraiment bordélique dans la vie mais bordélique dans le travail aussi. Mais c'est un peu ma manière de travailler, tu vois. J'ai toujours été comme ça et je pense que c'est le moyen que j'ai trouvé qui va bien. C'était quoi déjà la question? Comment tu t'es formée et comment je me suis formée? Déjà, j'ai commencé quand j'avais 15 ans. Donc il y a quand même un autre rapport à la formation à cette époque. Genre juste en fait, je testais des trucs et je voyais comment ça faisait. En fait, j'avais pas cette urgence de me dire il faut que je sache monter maintenant parce que je veux que ça soit mon boulot et tout. Je savais que ça allait être mon boulot à un moment et je savais que je voulais que ça le soit. Mais je savais que j'avais quand même 3 ou 4 ans de marge en me disant je peux faire de la merde et voir ce qui se passe, tu vois. Donc j'avais pas ce truc de il faut que j'apprenne à monter, ou il faut que je sache gérer un Instagram, ou il faut que j'ai juste appris un peu sur le tas. Et comment je l'ai fait? Bah j'ai juste craqué un logiciel comme une femme illégale et j'ai appris en regardant des tutos. En regardant comment les autres y font aussi, ça m'a beaucoup aidé d'analyser des vidéos, de trouver des vidéos pour les vidéos, mais il y a aussi les autres trucs genre les Instagram et les choses comme ça. Mais pour les vidéos, des fois tu sais, je finis une vidéo et je me dis waouh, c'est incroyable. Et bah cette vidéo là, je la regarde 50 fois et je me dis c'est quoi qui me touche là-dedans, c'est quoi que j'aime bien, c'est quoi que j'aimerais refaire, le rythme il est comment on agence la musique, comment on agence les voix, Enfin, c'est vraiment de décortiquer les choses et de dire c'est quoi qui me plaît là-dedans et comment je pourrais le faire à ma sauce. Et après, bah, c'est juste des années de bidouille, en fait. Vu que je le faisais tous les jours et que je le faisais tous les jours, bah, ça, au fur et à mesure, tu captes un peu des trucs, quoi. Voilà. Trop intéressant. Et je trouve que ça marche vraiment pour tout. Ouais. Et après, c'est peut-être ma manière de fonctionner aussi, mais par exemple, j'ai appris à jouer de la guitare comme ça, j'ai appris à jouer du ukulélé comme ça, genre juste tu tentes, t'apprends un truc, tu l'exploites à fond et après ça va s'étendre et tu vas apprendre les autres trucs qui touchent à ça, quoi. Et t'as pas cette volonté de te dire bon, je sais que j'ai appris de manière un peu chaotique le montage, comment je pourrais faire pour améliorer mes process parce que aujourd'hui c'est ce qui marche le mieux pour toi et t'as pas forcément envie d'améliorer en termes de rapidité ou que sais-je. J'ai pas l'impression que ça m'handicape, moi, personnellement, dans la vie, tu vois. J'ai pas l'impression que je monte plus doucement qu'un monteur pro ou un truc comme ça. Mais après, j'ai pas trop envie d'améliorer les process parce qu'en fait, je m'en fous un peu, tu vois. Quand je bosse avec des gens qui ont des process, je m'adapte à eux. Ouais. Donc ça pose pas de problème. Mais j'ai envie de m'améliorer dans la technique, par exemple. Mais je sais pas si c'est, par exemple, en prenant des cours de montage que j'améliorerai la technique, tu vois. Je suis pas sûre. Mais après, si l'occasion se pose, pourquoi pas, hein. Moi, je suis grave chaud. Et après, j'ai fait une année de fac de com aussi. Et ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais des cours de Photoshop. Ah. Et du coup, Photoshop, par exemple, je le maîtrise beaucoup par rapport à ça. Mais après, je pense que j'aurais appris toute seule. Mais là, du coup, tu sais, je sais. Genre, je sais, ouais, voilà, je sais c'est quoi les outils, je sais à quoi ça correspond, je connais les techniques de photographe où il faut genre mettre de la netteté dans les yeux pour que ça ressorte, enfin tu sais les trucs un peu comme ça. Je pense que je l'aurais appris à un moment ou un autre, mais du coup j'ai cette base là, Photoshop beaucoup moins pour le montage parce que j'avais pas trop de montage, mais j'ai quelques bases de com comme ça. Qui te permettent d'avoir des miniatures hyper swag. Pas tant, hein, vraiment j'ai peu de skills en miniature. Franchement, moi j'aime bien. Ouais, bah écoute, merci beaucoup, mais l'algorithme YouTube ne dit pas la même chose. Oui, mais l'algorithme. Ah. Parlons-en. Sujet sensible. Tu veux en parler? Non, voilà, j'ai rien à dire. Ok. On va rester dans la vidéo du coup. Si on ne parle pas de l'algorithme. Mais j'ai beaucoup apprécié, il y a 2 de tes vidéos où tu parles des créateurs qui t'inspirent. Et c'est grâce à cela que j'ai découvert Casey Neistat. Donc déjà, merci. Mais attends, je suis trop touchée que tu me sortes ces vidéos parce que vraiment personne ne les a vues. C'est vrai? Je suis trop heureuse, ouais. Ouais, mais moi j'ai fait un peu, c'est vrai que je te l'ai même pas dit, mais moi t'as un peu sauvé mon premier confinement. Je t'ai découvert. Ah ouais? T'es trop mignonne, il y a 2 ans. Et j'ai tout fait. Oh, c'est génial. Tout depuis le début. Ah, ça me touche trop. Je connais tout sur toi, ça fait un peu psychopathe, mais... Bah, ça me touche trop, en tout cas. La psychopathe est touchée. Non, c'est toi la psychopathe, du coup.
La victime de la psychopathe est touchée. Bah écoute, tant mieux. Et c'est vrai que, en fait, enfin, quand j'ai découvert ce mec-là, déjà j'avais l'impression d'avoir découvert l'Amérique. Enfin, j'ai vu tous ces millions d'abonnés. Je dis mais pourquoi je ne le connais pas? Enfin, c'était vraiment incroyable. Et comment toi déjà tu l'as découvert? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'en a parlé? Et est-ce que tu pourrais nous parler de ton amour pour Casey Neistat, qui est quand même un mec assez extraordinaire? Avec immense plaisir. En fait, j'ai attendu toute ma vie que quelqu'un me dise parle-nous de ton amour pour Casey Neistat. Donc merci d'être cette personne. Déjà c'est marrant parce que quand je pensais, quand je t'ai dit genre j'analyse les vidéos des autres et tout ça, je pensais en premier aux vidéos de Casey qui m'ont énormément aidé sur le plan montage, parce que ce mec est un génie. C'est tout. Voilà, je veux dire, il faut le dire. Comment je l'ai découvert? Je crois que c'est arrivé grâce, alors à cet algorithme qu'on critique, mais grâce à l'algorithme YouTube. J'avais 15 ans, je pense. En gros, alors je te raconte un peu mon histoire avec YouTube. Quand j'avais 15 ans, je regardais beaucoup YouTube en mode Justin Bieber. Genre de mes 10 à mes 15 ans, j'ai passé ma vie sur YouTube à regarder toutes les interviews de Justin Bieber et de Kev Adams. J'étais archi fan aussi, et plus les humoristes et tout ça, mais tu sais en mode très daron. J'avais une approche daron de YouTube, genre je tapais Gad Elmaleh sketch. Et tu sais, je regardais les sketchs de Gad Elmaleh, mais très je voyais pas trop ce que c'était les youtubeurs. Je regardais aussi Natou, Cyprien et Norman, mais parce que tu sais ils faisaient des sketchs, tu vois, mais je me disais pas oh là là, c'est des youtubeurs. Je connaissais pas trop en fait. Ouais. Et après, j'ai rencontré une meuf avec qui je suis devenue très très amie, qui m'a dit, genre un jour, qui a commencé à me parler du YouTube américain, elle était trop fan de tout ça et tout. Et elle me parlait de Casey Neistat, elle me parlait à l'époque c'était les MagCon, donc c'était un groupe de gars, tu sais, genre un peu les gars BG de 2012, tu sais, avec la mèche et tout là. Ouais. Il y en a, et chacun avait son talent. Les dérivés de Justin Bieber. Exactement, vraiment. Et du coup, c'était ça à l'époque, et puis il y avait aussi en France un Panda Mocar, donc Sullivan Gwed, qui commençait à exploser, et tu sais, tout ce petit monde un peu. Du coup, elle m'a initiée à ça, et en fait, j'ai pété un câble. J'ai passé ma vie entière à regarder ça, mais 24 heures sur 24. Et je me disais, dans ma vie, j'ai envie d'être, comment ça s'appelle? Cinéphile. J'ai envie d'être cinéphile, mais pas que. YouTubeophile aussi, j'ai envie d'être. Donc du coup, je me forçais à tout regarder, toutes les vidéos qui me passaient devant et tout, parce que je me disais, c'est incroyable ce monde, et donc je veux tout connaître. Et du coup, j'ai découvert Casey comme ça, et je comprenais pas à l'époque. En fait, c'était trop chelou. Bah, je parlais pas anglais bien déjà, tu sais, à 15 ans. Puis tu sais, tu comprends pas trop... J'avais un esprit un peu chelou, je me disais mais c'est bizarre de se filmer comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il construit des trucs dans sa maison? Je comprenais pas que son studio c'était pas sa maison. Enfin, il y avait tout un truc comme ça. Et en fait, vu qu'à l'époque il sortait un vlog par jour, bah je l'avais toujours dans mes recommandations, donc j'ai commencé à regarder un vlog par jour pendant jusqu'à ce qu'il arrête. Je crois que c'était il y a 3-4 ans qu'il a arrêté peut-être. Donc pendant des années, j'ai regardé ce gars tous les jours. Et du coup, j'ai compris le délire. Et c'est avec lui que j'ai compris c'est quoi YouTube. C'est quoi faire des vidéos, créer des vidéos, s'asseoir, poser, filmer dans la rue et tout. Avant, je savais pas, tu vois. Je me disais, on peut juste filmer en posant une caméra et en racontant des trucs. Et non. Et du coup, en fait, il me faisait rêver avec son skate électrique à New York. Voilà, depuis, j'ai investi dans un one wheel qui me rappelle Casey, en fait. Je me sens Casey, tu vois. Et du coup, j'ai juste adhéré à la marque qu'il a créée de lui. Parce que pour contextualiser aux gens, Casey Neistat c'est un vlogueur américain, mais c'est aussi un réalisateur, donc du coup il a des pattes de cinéma, il sait créer un film, un docu, genre il a des bases de ciné, et du coup son concept c'était que avant il créait des pubs et des films, et en fait un jour il s'est dit j'en ai marre que mon travail soit pas vu, et j'en ai marre de pas beaucoup travailler, parce que quand tu fais un film tu travailles un an, mais après tu sais tu t'as des pauses et tout, enfin voilà. Et du coup lui il s'est dit j'en ai marre de pas créer assez de films, donc je vais faire un film par jour, ce qui est du génie en fait. Affolant. Et pendant des années il a fait un vlog, mais en fait c'était plus qu'un vlog, c'était un film par jour, et c'était le premier à faire ça, je pense, le daily vlog. Et du coup c'était trop fort, trop génial, et puis au fur et à mesure il s'est amélioré, il a trouvé des concepts, puis il a créé une marque incroyable. Voilà, mon amour pour Casey est fou. Et c'est toujours le cas aujourd'hui? Aujourd'hui, non, et... j'ai vachement lâché. Okay. Parce que en fait, il a arrêté son concept il y a quelques années, puis après il a rien fait pendant beaucoup de temps. Et après, il a sorti encore un peu des vlogs et des trucs comme ça, mais c'était plus du tout dans le même mood. C'était vraiment genre regardez ma vie maintenant. Voilà, je vous fais un petit update quoi.
Et du coup, je suis plus parce que il poste plus en fait. Mm. Mais je pense que s'il recommençait, je serais la J'ai première à adoré regarder. cette période de création. Ah mais Le c'était Do What You formidable. Can't, Ah, je me mais, suis affichée chez moi. Les meufs, moi je l'ai téléchargé et je l'écoutais tous les jours. Ouais. Donc je la connais par cœur la vidéo. C'est tellement inspirant cette vidéo. Enfin, C'est je fou. la mettrai dans les commentaires parce qu'il faut la voir. Ah, faut la voir. Et puis toutes ces autres un peu comme ça, d'humour et tout ça, Mm. ce genre de truc là, c'est du putain de génie. Ouais. Et du coup, moi, quand j'ai découvert Casey, j'étais aussi dans ma période de je découvre tout le monde. Donc c'est là où je me suis fait un peu ma culture YouTube et ma culture de c'est quoi qui m'inspire moi et c'est quoi que j'ai envie de faire. Et donc je passais ma vie devant YouTube et je passais ma vie devant tous les youtubeurs. Donc je connaissais même les tout petits youtubeurs américains. J'avais une culture incroyable de YouTube. Maintenant je suis plus parce que voilà, mais à l'époque j'étais comme une folle. Et puis tu sais, c'était pas connu donc personne pouvait C'était classe relate. Donc j'étais là mais tu connais pas JC Kaylin? Mais en fait tu es qui hein? Voilà. Il y a un autre créateur et un autre artiste dont tu as parlé, c'est Bo Burnham. Je suis tellement heureuse que tu dises ça. Moi, ça m'a marqué parce que t'as dit... Alors, attends, je prends mes petites notes. Plus il parle de lui, plus on a l'impression qu'il parle à nous. Et moi, je trouve que c'est ce qu'on ressent aussi quand on regarde tes vidéos. Ah, c'est trop Donc, mignon. est-ce que c'est conscient de ta part ou voilà, comment tu relates avec Bo Burnham et sa philosophie? Mais je suis tellement heureuse qu'on parle de Bo. J'ai encore regardé son spectacle hier, tellement il est formidable. En fait, je trouve que de toute façon, c'est un truc universel. Ça, plus on parle de nous, plus on parle des autres. Surtout dans l'humour aussi. Ouais, oui. Le stand-up, c'est comment je vais aller faire chercher mes pires moments de vie et mes pires traumas et mes pires trucs et comment je vais en parler pour que les gens y comprennent. Parce qu'en fait, les gens comprennent quand on parle de nos galères. En fait, quand t'arrives avec tes potes, tu leur dis il m'est arrivé ça, c'est une galère en fait. C'est que tu parles que des galères tout le temps en fait. Les gens parlent tout le temps des galères parce que c'est ça qui parle aux autres. C'est chiant quelqu'un qui vient te voir et qui dit moi tout va bien. Il y a pas de conversation en fait, il y a rien à dire. Et le stand-up, c'est là où ça me fascine, c'est que tu prends une galère et tu creuses tellement dedans. C'est ça en fait, le stand-up, c'est creuser dans tes galères et voir quel angle tu prends pour les raconter. C'est même pas qu'est-ce qui sera le plus drôle, mais qu'est-ce qui sera le plus vrai. Genre, où est-ce qu'on va chercher le vrai? Bref, c'est trop bien. Et Bo Burnham, il est génie dans tout, mais globalement dans ça aussi. Genre, il sait se regarder comme si c'était un psy étranger, tu vois. Et c'est là où c'est fort. Le stand-up, c'est vraiment une analyse de soi-même. Et c'est ça où c'est aussi un métier très dur, c'est que t'es toute la journée en train de te regarder et de te dire pourquoi je suis comme tous les autres humains et pourquoi c'est chiant. Tu veux l'arrêter? Ouais. Je sens que ça te perturbe. Ouais, ça me perturbe. Petite interlude de notification, t'inquiète. Et du coup, attends, c'est quoi la question sur Bo? Ah oui, c'est quand il parle de lui, on a l'impression que ça nous parle à nous ou qu'il parle de nous. Ouais. Et Bo Burnham dans tes vidéos, c'est un peu ce que tu dégages aussi. Du coup Bo Burnham, c'est un génie là-dedans et lui aussi, je l'ai beaucoup analysé, j'ai beaucoup regardé comment il faisait les choses parce que c'est trop bien. Et du coup, moi je fais pareil mais assez naturellement en fait, juste je parle de moi parce que c'est de ça que de parler mes vidéos et c'est juste je raconte ce qui me traverse l'esprit. Mais après moi j'écris beaucoup aussi, genre je recherche ça. Je recherche ce truc de me dire comment je vais parler au plus grand nombre de gens et comment les gens quand ils vont voir ma vidéo, ils vont se reconnaître et ils vont se dire je sais pas ce qu'ils vont se dire en fait, mais comment ils vont se reconnaître parce que tu sais, on est humain donc on a envie que les autres ils se reconnaissent et ils se disent moi aussi. Donc c'est conscient voulu. en fait quand tu crées tes vidéos au départ. C'est conscient, ça l'est devenu je pense parce qu'au début je suis pas sûre que c'était ça. Au début c'était plus en mode je vais raconter mes vannes et c'est tout. Mais après je me suis rendu compte que les vannes c'était justement de comment on parle au plus grand nombre de personnes en parlant de soi. Et après il y a plein de trucs dont je parle pas parce que je sais que je suis pas encore au clair avec ça sur moi, tu vois. Okay. Genre je sais pas, il y a plein de sujets où je aborde pas le truc parce que pour moi c'est encore pas, je suis pas prête à creuser dans ma galère, tu vois. Et alors donc plein de trucs différents, je saurais même pas te dire, mais tu sais les traumas, les trucs comme ça, je pourrais il y en a plein dont j'ai déjà parlé.
Oui, je l'ai déjà tourné en dérision parce que c'était bon, tu vois, mais il y a plein de trucs, il faut que ça macère un peu plus. Et du coup, c'est là aussi, c'est quand t'es le plus vulnérable que les gens se reconnaissent le plus en toi, parce que on parle d'eux en fait. Et voir quelqu'un vulnérable en face de toi, ça te fait juste te dire, moi aussi je peux être tranquille, et moi aussi je me reconnais, et moi aussi c'est juste voilà. Et je pense que l'humain ne cherche qu'à dire moi aussi dans sa vie. Voilà. Vous avez 4 heures. Exactement. Mais tu vois, d'autres artistes que tu peux admirer comme Justin Bieber ou d'autres personnes comme ça, est-ce que tu arrives aussi à capter cette vulnérabilité-là, ou est-ce que c'est d'autres choses qui te touchent chez eux? Pour l'exemple très précis de Justin Bieber, j'étais archi fan de lui quand j'avais 9 ans, comme tous les gens de 9 ans à l'époque, tu vois. Mais plus, je sais même pas trop pourquoi en fait, il y avait pas grand-chose qui me touchait, je me disais même pas je suis amoureuse de lui, mais plus genre waouh Justin, c'est en fait genre juste les stars d'enfants. Ouais. Et vu que c'était la honte à l'époque d'être fan de Justin, j'ai été fan en secret pendant genre 10 ans. Vraiment en secret, mais j'étais tellement fan, c'était un truc de malade, genre je rentrais tous les soirs. Non mais je rentrais tous les soirs et je regardais tous les articles de tout internet, toutes les actualités. J'étais obsédée, et j'ai été obsédée par des gens comme ça beaucoup et longtemps. Moi j'ai une période Jonas Brothers. Ah moi moins, mais bien sûr que j'ai fangirlé les Jonas Brothers, penses-tu, mais genre j'étais trop fan et c'était tellement mal vu que du coup j'en parlais pas, donc j'ai gardé ce truc ça pour moi, tu vois. Mais je me suis pas trop questionnée de pourquoi j'étais fan, juste j'étais fan, c'était comme ça, j'étais fan. Et après quand en fait je me suis dit je m'en fous de ce que les gens ils pensent de moi, j'ai dit à tout le monde que j'étais fan de Justin, et c'était la libération. Ouais. Grave genre. Et maintenant la première chose qu'on me dit quand on me demande t'écoutes quoi comme musique, je dis alors moi en fait je suis fan de Justin Bieber. Mais pas tellement parce que je suis fan comme avant. Tu sais, je suis plus trop fan en fait, genre c'est vraiment un mec de 30 ans qui chante des chansons pas ouf en vrai, tu vois. Genre j'apprécie beaucoup la carrière et j'admire le gars et je me dis c'est trop bien, on a grandi ensemble et tout, mais son contenu je relate pas du tout. Je me dis pas je me reconnais trop dans ses chansons pâteuses, enfin stop, tu vois. Mais juste je me dis c'est un petit clin d'œil à mon moi de 12 ans et je lui dis vas-y je vais dire à tout le monde que je suis fan parce que t'avais honte de le faire. Donc non, j'ai pas cette vulnérabilité là dans Justin, parce qu'en plus c'est vraiment un cliché quoi, genre c'est ça en fait, je trouve que en vrai je connais pas dans le détail, mais ce qu'on voit dans beaucoup de stars américaines globalement, c'est très peu de vulnérabilité, c'est des gens qui sont tout le temps parfaits, tirés à 4 épingles. Oui, ou alors quand en ce moment il y a beaucoup cette mode de montrer la vulnérabilité. Ouais. Mais du coup, c'est vraiment un postiche, en fait. Genre, Justin, il a fait 50 documentaires, là, ces dernières années, où il dit, voilà, moi, j'ai des problèmes et tout. Mais en fait, t'as pas envie de le croire parce que, si tu es faux, tu vois. C'est pas des vrais problèmes. Et après, non, il y en a qui sont vraiment chouettes, genre Taylor Swift. J'étais pas fan quand j'étais petite et je le suis devenue au fur et à mesure. Mais je trouve qu'elle est vraiment très intelligente dans sa manière de faire. Et je la trouve très vulnérable. Elle a fait un documentaire sur Netflix notamment qui s'appelle Miss Americana. Ouais, on en a parlé, faut que je le voie. Il est génial. Franchement, je pense que c'est un de mes top 3 films que j'ai jamais vu parce qu'il est... c'est tellement brillant en fait. Et la meuf est tellement... elle touche vraiment des sujets tellement profonds justement. Elle parle beaucoup de féminisme et de c'est quoi être une meuf dans l'industrie. Mais pas en mode comme on entend d'habitude. Tu sais, c'est vraiment très vrai, très profond. C'est trop fort en fait. Elle parle surtout de... Moi, ce qui m'a trop touchée dans ce documentaire, c'est son engagement au fur et à mesure du temps. En fait, elle suit le fil rouge de tout le film, c'est comment elle arrive à s'engager et à dire aux gens, en fait, je vais dire ce que j'ai envie de dire et c'est tout, tu vois. Mais elle s'oppose à son père, à son manager, surtout aux hommes qui l'entourent, parce que les hommes, ils sont là genre, en fait, tu vas pas dire ça, c'est nul. Et elle dit, mais en fait, c'est super important de faire ça. Enfin, c'est trop intéressant. Ouais, voilà. Et ça inspire à faire de même, en fait. Ah ouais, bien sûr. Et puis du coup, là-dedans, j'ai retrouvé la vulnérabilité. Et après, ouais, voilà. Je sais pas où je vais. C'est tout. J'aime bien ces digressions. Ouais, c'est clair. Merde, j'ai perdu ma question. Tu parles souvent, tu parlais en tout cas d'obsession par rapport à Casey Neistat quand tu l'as découvert et à d'autres personnes. Est-ce que tu as une obsession en ce moment d'un créateur ou d'une créatrice qui te turlupine? Si ça me vient pas, c'est qu'il y a pas. Hein.
Non, je suis plus trop obsédée maintenant. Genre j'ai plein de gens que j'admire au-delà des étoiles, mais j'ai plus le temps d'être obsédée par des gens. Ça suffit quoi. Tu vois, genre ça. Bah Bo Burnham, ça a été une grosse obsession. Bah ça l'est aujourd'hui, mais c'est plus comme avant, tu vois. Mais je suis évidemment obsédée par Bo Burnham. Je regarde tout ce qu'il fait 10 fois, 50 fois même, parce que c'est trop bien à décortiquer. Et non, pour le moment, j'ai pas trop de petites pépites comme ça. Je suis désolée, j'ai pas de recommandations, voilà. On va creuser. On va creuser, ça va venir, ça va me popper, bien sûr. Ça. Comment tu fais pour nourrir ton imagination et ta créativité au quotidien? Wow, c'est une excellente question. Je fais pas trop, ça vient tout seul. Ouais, j'ai toujours, comme je t'ai dit, j'étais vraiment une enfant reclus dans sa chambre et dans son imaginaire. Donc je pense que c'était très très présent de base et que j'ai appris à le taire un peu et par la société et par juste tu sais quand tu grandis tu taires un peu tout ça. Donc je pense que j'ai toujours des petits fonds de ça, mais que c'était déjà très présent à la base et que j'avais pas trop besoin de le cultiver. Et maintenant des fois je me dis comment je faisais pour trouver toutes ces idées petites. Et en fait je me dis j'ai toujours les mêmes idées. Genre c'est marrant parce que des fois, il me passe un truc dans la tête et je me dis, mais bien sûr, c'est ça qu'il faut que je fasse. Exemple, dans cette coloc, donc je suis en colocation. Et j'étais en colocation avec ma meilleure pote l'année dernière. Et je me suis découvert une passion, mais alors vraiment, voilà, une obsession, on peut se le dire, pour les surprises. Faire des surprises, mais des trucs, mais ahurissants, genre un jour c'était la fin du confinement et je me suis dit voilà je vais rentrer, je vais rien lui dire et pendant une semaine je vais lui faire une surprise par jour. Donc alors voilà je vais aller lui chercher des cookies et je vais lui fabriquer une statue de notre personnage de série préférée parce que lui il avait dit les cookies. En fait c'était que des petits trucs et à la fin de cette semaine où je lui ai fait des surprises ridicules, je me suis dit mais ça d'où ça sort tous ces machins. Genre à chaque fois je me disais tu sais pas. Ouais, et puis tu sais tous les jours le concept, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne, le concept c'était que je trouve une surprise par jour. Et tous les matins je me réveillais, je me disais voilà, c'est ça que je vais faire. Je vais faire une soirée chamallow dans notre salon. Bien sûr que je vais faire ça. Donc je vais mettre des bougies parfumées au bois. En fait, ça se fait assez vite quoi. Donc voilà, je cultive pas trop. T'es jamais à court d'idées? Non. Mais après je pense que c'est aussi une gymnastique. Ça fait j'ai toujours été très créative et puis ça fait 5 ans que je fais pour l'exemple de vidéo par exemple. Ouais. Ça fait 5 ans que je fais des vidéos. Ça fait 5 ans que tous les jours je pense à comment je vais raconter mes vidéos et qu'est-ce que je vais faire comme vidéo. Donc le cerveau, je pense, il s'habitue. Tu sais, la créativité, c'est un muscle, donc plus t'en fais. Du coup, ouais, je pense que je serai jamais à court d'idées parce que tout est idée en fait. Ouais. Il y a toujours des choses à dire, des choses à raconter. Même pendant une période un peu basse comme les confinements derniers. Et encore T'as plus. T'as produit pas mal de vidéos d'ailleurs à ce moment-là. Ouais, à l'époque, le premier confinement, j'étais avec Swan Périssé, qui est youtubeuse aussi, qui est évidemment un puissant fond de créativité également. Et donc c'est formidable. Ouais, c'est formidable d'évoluer à côté d'elle parce que y a toujours quelqu'un qui a des idées, donc ça donne aussi des idées, tu vois. Et pendant le confinement, on était un peu là, genre comment on va sauver les gens, tu vois. Comme tous les youtubeurs, je pense que le premier confinement, on s'est tous dit ça. Et les gens aussi nous disaient sauvez-nous en fait. Ouais. Donc c'était marrant. Et plus, je trouve que vu qu'il y avait pas de distraction, vu qu'on avait que ça à faire, de faire des vidéos et créer des trucs, évidemment on était limité dans nos moyens. On pouvait pas sortir, on pouvait pas avoir des studios, on pouvait pas avoir des équipes et tout. Mais en même temps, moi j'ai jamais eu ça, donc ça me dérangeait pas trop, tu vois. On avait juste à faire. Tu sais, on n'avait pas la distraction de faut que j'aille au bar, faut que j'aille faut que j'aille chez le dentiste me faire enlever une dent, j'ai mal, putain. Il y a pas les distractions, donc on avait juste à se mettre devant la cam et à raconter des trucs. Donc ouais, encore plus pendant le confinement, la créativité elle était là quoi. OK. Toi, tu l'as bien vécu le confinement? Non. Non, c'était affreux. Le premier au début, c'était cool parce que j'étais avec mes parents dans leur maison à la campagne. Donc déjà trop bien. Je les vois pas souvent mes parents, donc c'était cool. Et j'étais avec Swan aussi, donc en gros j'avais mon petit cercle, tu vois. Ton crew. Vraiment j'avais mon crew et puis je me disais voilà c'est formidable, je pourrais rester là toute ma vie. Et puis au bout de 2 semaines je me suis dit en fait le monde meurt et tous mes espoirs de vivre dedans aussi. Donc c'était un peu la grosse dep et en même temps le cadre dans lequel j'étais était cool, donc ça a contrebalancé un peu mais c'était vraiment pas ouf.
Et après, les autres, ça a été qu'une descente aux enfers. Hein. Cette année était affreuse. J'en ai parlé d'ailleurs plusieurs fois sur ma chaîne et tout, j'en ai fait des vidéos. Parce qu'encore une fois, plus tu parles de... Le jus de souffle. Ah, exactement. Alors lui, il nous a sauvé des soirées, hein, je peux te dire que... non, mais en fait, plus tu parles de tes galères et plus les gens, ils vont dire ah ouais, c'est cool, peut-être je peux en parler aussi et peut-être je peux aller mieux aussi, tu vois. Donc, il y avait que de parler de galères ça veut rien dire cette phrase, attends, je vais la refaire. On pouvait que parler de galères. Donc voilà. C'était l'enfer. C'était l'enfer, mais pour autant, ça t'a pas coupé toute envie de créer ou... Est-ce que justement, tu disais, il faut on nous demandait de sauver les gens. Ouais. Est-ce que tu te sentais un peu investi d'une mission ou tu disais, même pour moi, c'est quand même important que je continue parce qu'il y a aussi des personnes vraiment en mode dep qui pourraient ne pas se dire, ok, en fait, j'ai rien à faire, j'en ai marre et je fais rien, quoi. Ouais, je comprends. Moi, c'est pas ça du tout mon moyen de fonctionnement. Moi, plus je suis isolée et plus je suis triste et plus ça va pas, plus je vais faire des vidéos parce que c'est ça qui me fait kiffer. Et parce que je me suis toujours accrochée à ça en me disant c'est ça ma porte de sortie. Et c'est ça qui va m'amener vers ce qui me fait vraiment kiffer dans la vie. Je repense à ma première année de fac, c'était le cauchemar. En fait, je te dis, l'année de confinement, c'était l'enfer, mais pas du tout, en fait. Parce que... il y a eu bien pire. Non, l'année de confinement, en vrai, c'était l'enfer mentalement parlant parce que, tu sais, on était avachis sous les infos horribles. Mais en même temps, moi, j'étais en coloc ici. J'ai une autre de mes meilleures potes qui habite juste en face. Donc, on était ensemble. J'étais avec mes potes. J'avais un boulot. J'avais ma famille qui allait bien. Donc, c'était l'enfer en mode je vais jamais pouvoir accomplir mes rêves dans ce monde et le monde se meurt. Mais en même temps, objectivement, franchement, c'était une année vraiment chouette. Et d'ailleurs, j'en parle dans ma prochaine vidéo. Je voulais l'appeler La meilleure année de ma vie se termine maintenant, mais je pense que je vais changer de nom. Où je vais parler de la coloc. Parce que ça m'a vraiment sauvée cette année, en fait. C'était genre juste des potes qui traînaient là et c'était trop bien. Donc du coup, la mauvaise année se transforme en bien parce que aussi il y a les vidéos, parce que juste j'ai le temps de réfléchir à ce que j'ai envie de faire. Et du coup, attends, pourquoi je te parlais de l'année pire là parce que comment tu l'as vécu le confinement et tu disais que finalement les vidéos c'est aussi une manière de t'exprimer pendant ces périodes de moins bien, quoi. Ouais, pour moi, ça me coupe pas du tout la créativité, ce genre de période mauvaise, parce que... Au contraire, presque. Ouais, au contraire. En fait, ouais. Moi, les vidéos et la créativité et écrire des trucs, j'ai écrit le bouquin aussi pendant cette année horrible. Et genre, fallait que je me lève tous les matins en écrivant des paroles réconfortantes pour les gens. Et j'avais pas envie. Mais en même temps, c'est ça ma porte de sortie vers une santé mentale cool, quoi. Donc, voilà. Et ouais, ma première année de fac, c'était le cauchemar. J'étais seule, triste. Je venais de quitter un lycée que j'aimais pas tant et en même temps, je savais pas ce que je voulais faire dans ma vie. J'avais pas trop de potes, j'avais rien. En fait, j'avais pas de perspective. Sauf les vidéos. Où les vidéos, je me disais, voilà, en fait, je vais faire ça. Même avant mon premier jour de rentrée, je me suis dit, cette année, c'est les vidéos à fond. Et donc, je me suis mis mon petit studio dans ma chambre et puis je faisais des vidéos tout le temps. Parce que j'avais rien d'autre à faire, en fait. Parce que j'aimais pas aller en soirée et puis j'avais pas de potes. Enfin, c'était chiant. Et c'est cette année-là où tout a décollé. Donc, franchement, ça s'est bien goupillé. Mais parce que aussi, j'ai été 24 heures sur 24 dessus. Donc, ouais. Pour toi, c'est ça qui t'a permis en tout cas, d'expérience. C'est la création régulière et continue qui t'a permis de percer, tu penses? Ouais, je pense. Et de te professionnaliser. C'est sûr, c'est certain que la régularité aide énormément. Je pense que c'est 80% du job. Okay. De se mettre tous les jours devant son truc en se disant aujourd'hui je travaille en fait. Genre se mettre des objectifs. J'ai sorti une vidéo par semaine pendant des années alors qu'elles étaient nulles, tu vois, mais c'était juste histoire de finir mon truc et de continuer et d'avancer là-dedans. Mais oui, ça, c'est sûr que ça aide. Après, le reste, c'est un peu de chance, un peu de tchatch. Quand tu rencontres quelqu'un, tu lui parles de ce que tu fais et cette personne connaît quelqu'un. Enfin, tu vois, c'est vraiment un peu de réseautage. Et après, c'est un peu de créativité aussi, mais généralement, quand tu fais ce genre de truc, t'as déjà de la créativité. Ouais. Donc, faut juste la régularité pour la mettre en place. Voilà, je pense que c'est ça. Mais attends, je vais rebondir du coup sur le truc de la pire année de ma vie, là. Attends, qu'est-ce que je voulais dire ? C'était super.
Oui, j'en parle dans ma vidéo. J'ai fait une vidéo qui s'appelle 1 an de solitude. Là, il y a quelques mois, justement, pour parler de cette année de confinement. Et justement, moi, les mauvais moments et les mauvais sentiments, la solitude, la frustration, les trucs comme ça, c'est ça mon moteur à aller vers le mieux. Donc en gros, s'il y a pas ça, je fais rien, tu vois. C'est vrai. Et donc je rebondis sur ma première année de fac. C'était l'enfer. Mais en même temps, sans cette année, j'aurais jamais fait de vidéo. J'aurais jamais fait des trucs qui me faisaient kiffer. J'aurais jamais eu autant de hargne pour continuer. Parce que juste, si j'avais été au calme dans ma vie, bah j'aurais kiffé ma vie, tu vois. Oui, t'aurais continué dans ces études-là, peut-être. Ouais, je sais pas, je serais sortie avec les potes. Mais là, vu que je voulais absolument sortir de là, bah j'ai mis tous les moyens en place pour sortir. Et bah, d'ailleurs, je trouve qu'on voit ça aujourd'hui avec tous les confinements et tout. Les gens, ils ont dit bah je vais pas rester dans ma vie que j'aime pas en fait. Ouais. Et donc tout le monde change de vie et c'est trop bien. En fait, il y a que des humains épanouis qui vont réussir à changer le monde, tu vois. Ouais. Après 1 ou 2 années compliquées, beaucoup de nouvelles idées ont émergé, je pense. Bah de ouf. Moi, je trouve que c'est très bénéfique en vrai. J'ai sorti sur mon podcast à ce moment-là. Donc, bah c'est génial. Mais voilà. Tout le monde a dit, en fait, je vais faire mon potager. C'est mon rêve de faire mon potager. Ouais. Tout le monde a fait son truc et c'est génial. Donc tu vois, on avait besoin d'une année de merde, quoi. Et en parlant de ça, j'ai une question qui me vient. Alors c'est peut-être un peu la psychologie de comptoir, mais est-ce que sachant que ta créativité vient aussi de moments un peu plus complexes dans ta vie ou d'émotions aussi pas faciles à gérer, est-ce que tu penses que c'est pas risqué de savoir ça et du coup d'essayer de plonger vers des moments un peu plus compliqués pour aller chercher de la nouvelle inspiration? Psychologie du comptoir, bonjour. Je pense pas. Genre par exemple, en ce moment tout va très bien. J'ai pas de pensée noire ou de moment noir, ça va, tu vois. Et pourtant, j'ai envie de raconter plein de trucs. Je pense pas. Après, en fait, t'as toujours un truc négatif à raconter, tu vois. Le truc, c'est de le tourner de manière positive. Mais il y a toujours des trucs dont t'as envie de parler. Généralement, les vidéos, tu parles pas de ce qui t'arrive sur le moment. Tu parles de ce qui t'est arrivé avant. Après coup. Bah ouais, de ouf. Genre, tu parles pas de ce qui se passe. Ouais, encore une fois, ouais, tu parles pas de ce qui se passe maintenant. Genre, tu t'attends de le digérer, donc il y a pas mal de trucs digérés dont j'ai envie de parler, tu vois. Mais non, là, ça va bien. J'ai quand même plein de créativité, donc ça va. Ouais, top alors. Ouais. T'en parles aussi beaucoup dans ton livre sur savoir apprécier le positif et même dans les pires galères justement, par exemple en voyage ou même de manière générale dans la vie, prendre du recul sur le négatif, que ce soit voilà des choses qui peuvent nous arriver et même vis-à-vis de ton travail sur YouTube. Comme tout le monde, j'imagine que tu ne reçois pas que des commentaires positifs. Est-ce que tu as des techniques justement pour essayer de un peu switcher d'état d'esprit et arriver à tout le temps voir le positif, même là où a priori il y en a pas? Bah déjà, je vois pas toujours le positif. C'est vrai. Je pense que c'est un peu ça le secret, c'est pas de se dire il faut voir positif, c'est juste de se dire qu'est-ce que ça m'apporte en fait. Même si c'est négatif, qu'est-ce que ça m'apprend, qu'est-ce que ça m'apporte. Moi, je suis pas quelqu'un d'extrêmement positif en fait. Dans la vie, je suis souvent au fond du trou en fait. Mais j'aime bien parce que j'aime bien ce truc de me dire je vais creuser, je vais aller tout au fond et après c'est fini en fait. Juste une fois que t'as déterré toute la merde, y a plus de merde, tu vois. En fait, oui, au-delà du positif, c'est quels apprentissages en fait tu tires. Ouais, c'est plus qu'est-ce que je peux en tirer, ouais, en fait. Moi après, j'ai cette vision un peu artistique de comment je vais pouvoir raconter ça en vidéo, par exemple. Donc c'est un peu différent parce que je me dis quel angle je vais pouvoir prendre, quelle est un peu la morale que je tire de tout ça et tout. Mais après dans la vie, je pense que il faut pas être positif en fait. Enfin, ça suffit ça veut rien dire être positif. C'est vraiment c'est vrai qu'il y a une injonction aujourd'hui. Ah ouais, mais moi ça me saoule hein. Moi je suis pas du tout positive hein. Je suis vraiment un trouble fait. Genre mais c'est pas en mode je suis grognon, enfin si en fait je suis tout le temps grognon, mais c'est un peu mon image, tu vois, en mode qu'est-ce que c'est que j'ai pas envie en fait. Enfin tu sais c'est ce truc de ça suffit en fait, genre rester en pyjama et juste kiffer le truc. Et c'est un peu mon fond de commerce aussi, ce truc de raconter les galères, parce qu'en fait c'est tellement vrai
Justement, comme t'as à chaque fois, comme tu dis, une sorte de morale à la fin de tes vidéos, je trouve que, mine de rien, même si ça parle de galères ou de moments compliqués, on se dit, ouais, t'as raison, et il y a quand même des choses à en tirer, comme tu dis, et que ce soit positif ou voilà, des apprentissages. Donc je suis hyper étonnée que tu me dises, en fait, je suis hyper grognon. Mais c'est grognon, mais c'est grognon heureux, tu sais. Ouais. C'est grognon, genre grognon stand-up, grognon petit show. Moi, j'adore faire ça avec mes potes. Tu vas repérer les moments. Ouais. Et tu vas essayer de tirer le fil. Ah ouais. Mais ça, c'est toute ma vie, en fait. C'est tous les jours, je rentre et je fais mon petit show. Donc, j'appelle tout le monde et je dis, mais alors là, tu sais pas quoi. Alors, la dentiste, là, elle m'a dit, bah ça me rassure parce qu'en fait, la dent, elle est vivante. Et je dis, mais comment ça, elle est vivante? En fait, tu sais, je fais le petit show et encore une fois, ça revient à ce truc de stand-up. C'est que le stand-up, c'est voilà ma galère, voilà comment elle va être drôle. Et là, on creuse. Et du coup, creuser dans la galère, ça fait de la galère, mais c'est trop drôle, tu vois. Et je trouve que le drôle est positif. Et après, je suis positive dans le sens où j'ai beaucoup de recul, j'ai l'impression, sur les événements. Et du coup, ça amène un peu ce truc de ouais, ça va en fait. Donc, je pense qu'il y a ça. Et après, moi, j'adore. C'est ma passion dans la vie, c'est de parler des galères. Mais alors vraiment, j'adore faire ça. Pourquoi ? Parce que c'est là où les gens s'identifient. Moi, c'est ce contenu-là que j'ai envie de voir, tu vois. Moi, j'ai horreur de voir des vidéos ou des Instagram où tout va bien. Tout est parfait. Enfin, c'est faux. Je sais que c'est faux, en fait. Et je me fais encore avoir aujourd'hui, genre, par exemple, en scrollant sur Instagram, en me disant, putain, cette meuf, elle a une vie parfaite. Oh, celui-là, il fait les meilleures vidéos du monde et tout. Mais en fait, juste, ils ont une vie de merde comme moi, tu vois, ces gens-là. C'est juste des gens normaux. C'est juste qu'ils choisissent de montrer. Ouais, et ça me saoule. C'est nul. Je trouve ça tellement nul de falsifier les choses. Et en plus, encore plus maintenant que je suis dans le YouTube game, entre guillemets, je sais c'est quoi la vie de ces gens-là. Et je sais c'est quoi leur galère. Et je sais comment ils falsifient le truc. Et parfois, je suis dans les parages quand ils créent leurs vidéos, leurs photos ou quoi. Et je sais c'était quoi le derrière. Et je me dis, mais pourquoi mentir, en fait? En fait, ce qui m'énerve, c'est pas tant de montrer du positif et tout, c'est trop bien, évidemment, mais c'est de mentir. Ouais. Et c'est de dire, voilà ce qui existe, il n'y a que ça. Oui, de faire croire que de c'est créer, la seule partie de l'iceberg, alors qu'en fait, il y a plein d'autres choses derrière, quoi. Je trouve ça vraiment pas intéressant et juste pas du tout productif. Donc, j'adore la négativité, j'adore être grognon, j'adore faire ça. Je trouve ça trop bien. Dans la limite, ouais, voilà. Je pense que c'est aussi pour ça que les gens te suivent, c'est cette authenticité et. Je pense, ouais. Juste, ouais, être comme on le ressent pour de vrai et en parler, quoi. C'est ça le DEL. C'est un bon DEL. C'est un bon DEL. Alors ça va. Vers quoi on va aller? J'ai pas mal de choix. Énorme. Et puisque t'as parlé de pyjama, on va parler pyjama. Ok. Parce que c'est une de mes grandes passions aussi. Ah bah écoute, c'est génial. Pyjama, pilou. Est-ce qu'on crée mis en pyjama? Moi, j'ai jamais créé en dehors du pyjama, donc je pense que je vais te dire oui. Mais je sais pas, moi je trouve qu'on crée bien un peu tout le temps. Hein. Je crois que l'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas la créativité. Ouais. Voilà. Il y a pas mal de vidéos sur la productivité qui disent voilà, pour être efficace le matin, il faut s'habiller, il faut se mettre en condition. Toi, t'es pas du tout sur ce... Non, pas du tout. Peut-être que je devrais, parce que je suis pas très productive. Mais je pense pas. Je pense que c'est juste un état d'esprit, tu vois. Ouais, non, de toute façon, les vidéos qui te disent il faut machin, il faut faire ça, pour être comme ça, il faut faire ça, c'est du bullshit. Ouais. On arrête, ça suffit. Il y a pas de il faut, il y a juste des choses à tester et des choses qui marchent pour des gens et des choses qui marchent pas pour d'autres. Faut pas se mettre le truc en se disant si je m'habille tous les matins, j'aurai une entreprise incroyable. Non. Reste en pige et fais ton entreprise. C'est ça, je pense que ça peut aider certaines personnes, mais je suis assez d'accord que c'est toujours les yaka faucons, les il faut faire ci. Ah, de ouf. Ça te met la pression et finalement ça peut pas forcément, c'est pas toujours aidant, quoi. Puis c'est pas là le fond du problème, en fait. Ouais. S'il y avait une solution miracle, tout le monde la prendrait. C'est ça. Donc c'est qu'il y en a pas, en fait. Faut juste tester des choses et voir ce qui va pour nous. Je suis bien d'accord. Que penses-tu de la loi de l'attraction? Oh, grand sujet. Oui. J'étais obsédée par ça.
il y a quelques, pendant cette année de fac là justement, j'ai découvert ça et ça m'a changé la vie. Ça aussi c'était une grande porte de sortie. Je me disais, c'est un truc de ouf. Voilà ma sauveuse. Donc j'ai tout lu, tous les bouquins, j'ai fait à fond et pendant 1 an j'étais connectée à l'univers. C'était un truc de malade. Genre la moindre pensée, enfin la moindre envie que j'avais, je savais comment la réaliser et elles se sont toutes réalisées. C'est un truc de dingue. Genre j'en ai parlé avec plein de potes, mais cette année-là j'avais fait une liste de rêves et mon gars, tous les rêves les plus absurdes se sont réalisés dans l'année alors qu'il n'y avait aucune amorce de ça au début. Par exemple, il y avait un des rêves, c'était aller à la Redbox. Tu sais, le truc d'Amixem là à Angers. Ouais. What the fuck? Pourquoi? Alors j'avais écrit ça un peu en mode oh mais ça serait marrant et tout, parce qu'à l'époque c'était la première année, donc c'était un peu la hype et tout. Ça n'avait aucun sens. Et ben alors, mais ça s'est fait. Va savoir pourquoi ça s'est fait. Et tout des trucs absurdes, des trucs que je savais même pas si j'en avais vraiment envie ou pas, mais en fait j'avais trouvé ce truc de la loi de l'attraction et du coup tout s'est réalisé, c'était fou. Et c'est cette année-là aussi où tout a percé sur YouTube, où j'ai rencontré les gens que j'avais envie et besoin de rencontrer à cette époque, où j'ai eu une école à Paris qui était hyper prestigieuse. Moi j'y suis allée parce qu'il y avait de la lumière et ils m'ont pris, en fait c'était la porte d'entrée pour faire enfin voilà. Donc la loi de l'attraction, j'étais trop fan. Et je pense que c'est un vrai truc, mais plus que la loi de l'attraction, c'est super dur à dire la loi de l'attraction. Ouais. Plus que la loi de l'attraction, je pense que c'est juste se mettre en condition de croire en soi-même et se donner un peu les moyens de le faire, tu vois. Oui, c'est ça, c'est pas juste l'univers qui met tout sur ton chemin, mais c'est voilà. T'es tellement conscient de la chose que tu... Oui, c'est ça. Tu crées aussi les opportunités. Et puis tu sais, ça paraissait tellement juste cette année-là. En fait, je suis pas restée dans mon lit toute l'année en me disant mon rêve c'est d'aller faire des vidéos à Paris. C'était pas du tout ça la démarche, c'était vraiment je me bouge le cul et je fais en sorte que ça marche. Et si ça marche pas, je trouve d'autres moyens pour que ça marche. Je pense que c'est plus ça la loi d'attraction, c'est vraiment comment on va faire en sorte que ça marche et comment on va faire en sorte que j'y crois moi avant les autres. Et du coup, j'aime trop. Et après ça, en fait, j'ai un peu épuisé mon stock de loi de l'attraction, j'ai l'impression. Parce qu'après ça, j'ai plus jamais réussi à me mettre dans ce mindset en mode c'est bon, ça c'est l'opportunité dont j'ai envie, je vais l'avoir et tout. J'ai plus réussi à me connecter autant toutes mes pensées et toutes les pensées extérieures parce que je pense que j'en ai trop usé d'un coup. Le stock est limité. Mais après j'aime beaucoup. Je trouve que en fait c'est un moyen qui peut aider plein de gens à faire plein de trucs. Ouais. Et que du coup c'est très positif. Mais après, il faut savoir aussi doser. C'est pas 100% de la loi de l'attraction qui va te sortir de la vie que t'aimes pas ou quoi, tu vois. Genre, il faut bouger, quoi. Ouais. Voilà, quand j'ai vu que t'avais sorti un TEDx et que t'en avais parlé quelques années auparavant, je me suis dit, waouh. Ouais, ça fait partie des trucs de loi de l'attraction, ça. Je savais, en fait. En fait, c'est des trucs, je trouve que plus loin que la loi de l'attraction, c'est plus la loi de soi-même, où en fait, tu regardes un peu à l'intérieur de toi et tu te dis, qu'est-ce que je sais? C'est quoi que... Je sais que j'y crois, tu vois. Genre moi, j'ai grave ce truc. Je sais pas si c'est de l'instinct, je sais pas si c'est du destin, je sais pas si c'est l'univers qui me parle ou quoi, mais il y a des trucs, je sais. Et le TEDx, je savais que j'allais en faire un. Je savais pas quand, je savais pas comment, je savais pas sur quoi. Ouais. Mais c'est un truc, je le savais, donc tu vois, j'en ai toujours beaucoup parlé. Enfin, beaucoup parlé, j'en ai toujours parlé, quoi. Je m'étais toujours dit, je vais faire un TEDx. Juste, j'y croyais, je le savais. Voilà, je trouve que c'est un peu une espèce de confiance en soi. Et il y a plein de trucs comme ça où, par exemple, il y a des gens, je vois, alors ça, je m'en rends compte maintenant, mais c'est trop bizarre, c'est vraiment un phénomène super chelou. Il y a des gens que je vois sur Internet, dans les vidéos et tout, des youtubeurs ou des gens que je rencontre des fois, et je sais qu'avec ces personnes-là, peut-être pas tout de suite, peut-être dans 10 ans, il va se passer des trucs. Ouais. Genre, on va bosser ensemble, genre, on va créer des trucs ensemble. J'ai un espèce de sentiment, et sauf que avant j'y croyais pas, enfin je me laissais pas trop, j'écoutais pas trop ce genre de sentiments, et maintenant j'y fais très attention parce que ça s'est révélé 50 millions de fois, mais du coup j'écoute et ça s'est révélé tout le temps en fait. Qu'est-ce que j'ai comme exemple, par exemple
Ça va peut-être pas parler à grand monde, mais par exemple, Gaspard G. Ce gars, je le suivais, genre c'est un youtubeur, au début il était au Canada, aux États-Unis, il faisait des vidéos là-bas en 2015, quand j'ai commencé à découvrir tout le monde là. J'ai découvert lui, et en fait je sais pas pourquoi, mais j'avais ce truc de on va se croiser dans nos vies. Je sais qu'on va se croiser, tu vois, je sais qu'on va faire des trucs, et ça s'est révélé l'année dernière, il est venu emménager à Paris, et je sais pas, on s'est rencontrés, et du coup maintenant on fait des vidéos ensemble, et on se connaît, tu vois, mais genre je savais que ça allait se faire. Et il y a plein de gens qui m'ont changé la vie, mais je savais des années avant qu'ils allaient me changer la vie. Et du coup, c'est marrant. Et tu leur dis à ces gens quand tu les rencontres? Ouais, mais je suis une psychopathe, moi. Moi, je dis ce genre de truc première seconde. Je dis, putain, c'est fou, je t'ai vu il y a 5 ans sur une vidéo, et en fait, je savais que on allait en fait, changer le monde ensemble. Bon, ça fait peur aux gens, mais... Mais ceux qui restent, tu sais que ça va le faire. Ouais, de ouf. Mais ouais, il y a plein de trucs comme ça, pas que pour les gens, mais plein de petits sentiments, tu sais, de trucs où je me dis, ça, je suis à l'aise avec cette idée. Donc si je suis à l'aise avec cette idée, c'est que ça va se faire à un moment donné. Voilà. C'est hyper chouette. Ben, c'est encore ce chemin il faut apprendre à s'écouter, quoi. Ouais. Je suis grave là-dedans maintenant. Et t'as des techniques, enfin, technique c'est peut-être un grand mot, mais je trouve que c'est hyper dur dans notre monde actuel d'écouter son intuition et justement tous ces petits signes de l'univers ou de la vie qui peuvent arriver. Moi, je suis assez persuadée aussi que ça peut faire de grandes choses et ça peut nous aider beaucoup. Mais si tu les écoutes pas, bah tu laisses le train passer, quoi. Oui et non. Je pense que si tu les écoutes pas, c'est que c'est pas ton moment de les écouter non plus. Je trouve qu'il y a pas trop de trains qui passent. J'adore le train. Non, mais moi j'avais beaucoup cette urgence de prendre le train à l'heure, justement. J'avais peur de rater des trucs, j'avais peur de pas faire assez jeune tout ce dont je rêvais. J'avais très peur de ça, et en fait encore une fois, avec le temps, ça s'est révélé que si j'ai pas fait, c'est que c'était pas le moment. Du coup, je pense que si on n'écoute pas ce genre de sentiments, c'est que c'est pas le moment, c'est qu'on n'a pas appris à les écouter comme il faut, mais ça viendra un jour, tu vois. Et si on sent qu'il faut les écouter, là, on les écoute, là, allez, ça suffit. On s'écoute, ça suffit. Moi, genre... c'est une prise de conscience, en fait. Ouais. Qu'il faut qu'il s'opère. Je pense que c'est une prise de conscience du fait que si on s'écoute, ça va aller beaucoup mieux. Parce que quand on s'écoute pas, on va pas bien, en fait. Et c'est chiant de pas aller bien. Parce qu'il y a rien qui va dans le bon sens. Ouais. Moi, par exemple, j'ai toujours su du jour 1 où j'ai posté ma vidéo avoir les cheveux frisés en 2015. Je savais que ça allait être mon métier. Je le savais et j'en rêvais, et puis mais je l'ai toujours su, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'était encore ce sentiment chelou de là, je sais. Sauf que j'ai attendu des années et des années de frustration en me disant non, je suis pas capable, non, c'est pas possible, c'est bizarre et tout. Alors que je le savais, en fait. Et quand tu sais que ça va le faire, bah il faut y aller, en fait. Et après, je me suis rendu compte en me lançant que c'était le bon moment où il fallait que je me lance. Donc, il fallait que j'aie toutes ces années de frustration et toutes ces années où je me sentais pas bien et tout, parce que j'avais besoin que ça me rassure et que c'est pas le moment d'écouter, tu vois. Mais après, j'ai tiré trop sur la corde de je m'écoute pas, et j'étais juste un être ronchon que j'avais pas du tout envie d'être, parce que j'étais pas dans ma voie et que c'était le moment que c'était le moment de prendre ma voie. Donc voilà, je pense que quand on sait les choses, faut s'écouter, et si c'est le moment, y aller. Et t'arrives à justement faire fi des injonctions familiales de tes proches, ton entourage, ou est-ce que t'as eu ce soutien assez rapidement qui fait que c'était plus facile aussi pour toi de te lancer sur des chemins un peu inconnus, d'arrêter l'école typiquement, qui n'est pas... Ouais, déjà pour moi la vie qui compte dans ma famille, c'est plus les parents. Après le reste, j'écoute leurs avis, mais tu sais, c'est pas, ils sont pas très impliqués, quoi. Mes parents, ils étaient affolés pour toutes mes décisions. Mes parents, ils étaient affolés. Quand je leur ai dit que j'allais commencer les vidéos, c'était la crise. Quand je leur ai dit que j'allais partir au Mexique, c'était la crise. Quand je leur ai dit que j'allais quitter l'école, c'était la grosse crise. En fait, chaque annonce que je fais à mes parents, c'est un peu la crise. Et en même temps, ça me rassure, parce que je me dis bon voilà, si les parents disent non, c'est que il y a un truc à aller creuser. C'est génial. Parce que à chaque fois qu'ils m'ont dit oulala, j'ai peur, oulala, machin, en fait je l'ai fait quand même, et ça s'est très bien dégoupillé après. Donc ça me rassure un peu qu'ils me disent non, en fait. C'est un red flag, mais
Intéressant. Ouais. Puis après, en fait, ils me disent non au début parce qu'ils ont peur, c'est des parents. Et après, ils sont hyper chauds. Genre, quand ils voient que ça va, ils sont, mais super contents. Genre là, donc quand je leur ai annoncé que j'allais quitter l'école, c'était la grosse crise. Mais en fait, je leur ai fait comprendre que j'allais le faire, de toute façon. Alors là, vraiment. En fait, genre, annoncer à mes parents, c'est pas oui ou non. C'est oui, quoi que vous en disiez. Donc, faites-vous à l'idée. Et après, en fait, ils ont vu que juste, ça me rendait heureuse déjà. Et ça allait me rendre heureuse sur le long terme. Et ça marchait en plus. Surtout que moi, je suis pas du genre à prendre des décisions sur un coup de tête. En vrai, on dirait, mais pas du tout. Je réfléchis tout le temps à tout. Et du coup, quand je prends une décision, ça fait des lustres qu'elle est mûrement réfléchie. Et donc, quand j'ai quitté l'école, je savais exactement ce que je faisais en vrai. Je savais pas exactement ce que je faisais, mais je savais combien de temps j'avais pour faire quoi, sur quoi me reposer, les plans B, les plans C, les plans Y. Donc, en fait, que mes parents me disent trop bien ou pas trop bien, moi, je savais. J'avais pris ma décision et je savais moi-même au fond. Et après, en fait, ils sont trop contents. Parce que, tu sais, c'est des parents, donc ils veulent juste... ton bonheur. Ils veulent juste ton bonheur, ils veulent juste que ça marche pour toi, ils ont peur que ça marche pas. Sauf que toi, quand tu sais que ça va marcher, ça va marcher. Donc il faut y aller. Et maintenant, ils sont trop mignons. Vraiment, ça me touche trop. Ils sont tellement mignons. Genre, là, ils sont en train d'organiser des contrebandes de vente de mon livre dans leur magasin. Mais non. Donc mon père il est buraliste et ma mère elle est coiffeuse et ils me disent voilà on va en commander 100 chacun comme ça on les vendra comme ça et tout. C'est trop mignon en fait. Et ma mère elle partage tout sur Facebook, c'est trop mignon. Dès que je poste une photo sur Instagram elle m'envoie un message, elle me dit tu crois que je peux la poster sur Facebook et tout. Puis ils sont là, tu sais, au début ils comprenaient pas trop mais maintenant ils comprennent de plus en plus parce que je leur explique tu sais longuement, je leur explique comment ça marche et tout et ils sont trop contents et genre à chaque fois que j'appelle mon père il me dit alors à qui tu travailles en ce moment, ça va, te paye bien parce que attention, enfin c'est trop mignon. Voilà. Je pense qu'une fois que tu rassures les parents, t'as passé un cap où maintenant t'as plus besoin de les rassurer quoi. J'ai plus besoin de les rassurer parce que je les ai affolés trop de fois et maintenant ils sont plus effrayés. Ouais. Voilà, maintenant c'est-à-dire je leur dis je vais surfer les plus grandes vagues du monde à la Nazaré, ils me disent c'est super. Maintenant ils sont plus affolés du tout. Ouais, vraiment c'est trop marrant. C'est trop marrant comme ils sont plus affolés en fait maintenant. C'est trop drôle parce que maintenant je fais beaucoup de voyages solo, des trucs pas forcément dangereux, mais des trucs pas très safe, tu vois. Et ils sont juste contents. Ils disent ouais c'est marrant. Et tu vas faire ça avec qui? Enfin tu sais c'est un autre rapport et j'aime trop. Je trouve ça trop mignon. Je trouve ça trop mignon comme les parents ils apprennent en même temps que les enfants quoi. Je trouve que c'est un des avantages aussi de la vie adulte, c'est que t'as une autre relation à tes parents. Je sais pas si toi t'as vu le switch. Ouais. Mais c'est assez incroyable. Ouais, maintenant, moi je l'ai eu d'adulte à adulte et t'as pas les mêmes de ouf réflexions quoi. J'ai eu le switch quand c'est moi qui commençais à leur expliquer des trucs. Ouais. Tu sais parce que les parents ils t'expliquent des trucs toute ta vie et un jour tu reviens à la maison et ils te disent mais c'est quoi ça? Et là tu fais quoi? Bah alors je vais te dire. Ouais, c'est là le switch. Et du coup maintenant je leur explique toute ma vie donc alors je peux te dire je me sens très adulte. C'est génial. Alors, tu me dis si t'es à l'aise ou pas avec ces questions, hein, mais on va parler argent, si ça te va. Comment ça se passe parce que t'es assez aujourd'hui dépendante de YouTube. Bon, maintenant t'as ton livre qui vient de sortir, donc j'imagine que c'est une autre source de revenus aussi. Comment tu t'organises? Est-ce que t'as déjà une stratégie ou enfin voilà, comment tu t'organises parce que quand on est professionnel et qu'on fait que ça, évidemment qu'il faut un peu savoir où on va. Ouais, c'est clair. Comment je m'organise? Comment je vais te répondre à cette question? C'est peut-être pas la question de l'organisation, mais plutôt comment toi tu vois les choses et c'est quoi tes objectifs, ta stratégie Déjà, alors première chose, moi j'ai fait le choix assez tôt de ne travailler qu'avec des marques qui me plaisent vraiment ou qui sont éthiques. Les deux en fait. Voilà. J'ai pas du tout envie de travailler avec des grandes marques qui font fabriquer leurs produits en Chine ou des trucs comme ça, tu vois. C'est vraiment... Pour moi, ça serait une trahison à moi-même. Et je l'ai déjà fait au début parce que, tu sais, quand tu lances une boîte, t'as besoin de sous. Et puis même quand t'es jeune, t'es là, t'es un peu impressionné par les grandes marques et tout. Donc je l'ai déjà fait, mais j'ai fait le choix très tôt de ne plus le faire. Et ça m'affolait un peu. Au début, je me disais, je vais pas réussir à vivre de ça longtemps si je travaille pas avec des grandes marques et si je joue pas un peu le jeu de regarder ce produit comme il est trop bien. Et en fait, pas du tout. J'ai été très agréablement surprise de découvrir qu'on peut
faire des choix avec les gens avec qui on travaille en fonction de ses valeurs. Je parle du sponsoring là, ouais. Mais après, je te raconterai tous les autres trucs. On peut vivre très bien en choisissant des marques qui sont en accord avec nos valeurs. Je parle des marques, mais je peux parler de collaborateurs, ou je peux parler de n'importe quoi, de quoi vous avez besoin. Vous pouvez être en accord avec vos valeurs et ça peut très bien marcher. Déjà, c'est une première chose. Du coup, je suis dépendante de YouTube. Oui et non. Déjà de YouTube, des vues, pas du tout. Okay. Je fais pas énormément de vues, donc du coup, j'ai pas énormément de sous de YouTube. J'en ai jamais eu et je m'en fous un peu, tu vois. La plupart de mes vidéos sont démonétisées parce que je mets des musiques de Harry Styles, bon voilà. Justement, c'était une des questions que j'avais, je me suis dit, mais je te raconterai après. Donc du coup, je fais parfois des partenariats avec des marques que je kiffe, ou qui correspondent trop bien à mon message, ce qui est une grosse source de revenus, et ce qui me permet d'être tranquille pendant quelques mois, pas quelques années, parce que voilà, c'est pas non plus des sommes énormes, enfin, c'est des sommes énormes, mais voilà. Donc quand je fais un partenariat avec une marque, ça m'assure quelques mois de tranquillité, où je peux à la limite négocier avec d'autres marques que je kiffe. Donc ça me laisse ce temps-là en fait. Du coup, je suis plus dépendante des marques que de YouTube en soi. Et après, moi mon parti pris là en ce moment, ça fait longtemps, mais c'est de travailler avec le moins de marques possible. En fait, globalement, j'ai pas envie d'être dépendante ni de YouTube ni des marques, et j'ai l'impression que je le suis pas. Donc c'est vraiment chouette parce que en fait, même si tu travailles avec une marque que tu kiffes, ou même si tu travailles avec une marque à tes valeurs, c'est trop chiant de travailler avec une marque. C'est trop chiant d'avoir des clients en fait. Parce que en fait, quand tu vends ton image à des clients, c'est plus trop toi, tu vois. Il y a des gens qui passent pour valider, il y a un process de validation, il y a des mois de négociation avant, il y a des hashtags à mettre, il y a un message à faire passer pendant 1 minute ou 1 minute 30 précise. J'aime pas, c'est vraiment relou. C'est trop cool quand c'est ouais, c'est exactement, c'est trop de contraintes, moi qui me plaisent pas. Mais en même temps, moi aujourd'hui j'ai le choix de dire ça, tu vois. Je suis vraiment dans un moment de luxe où je peux me dire toi je te refuse, et toi j'ai pas envie de travailler avec toi parce que j'ai pas envie d'écouter tes retours pendant 3 jours sur mon montage, tu vois. Mais j'ai ce luxe, et je comprends trop les gens qui ne font pas ça, parce que je l'ai fait. Et en plus, je trouve que si t'as besoin de pas tant d'argent, mais tu sais, soit d'argent, soit de validation de quelque chose, fonce en fait. Fais ce qui est bien pour toi. Mais moi, mon truc, c'est de travailler avec le moins de marques possible. Et du coup, il y a d'autres moyens que de faire du sponsoring ou d'avoir des vues pour gagner de l'argent sur YouTube. Le livre, c'en est une. Il y a aussi, je sais pas, il y en a qui font des marques de vêtements, il y en a qui créent des boutiques. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai eu le CNC à un moment donné. Ouais. Le CNC, c'est une bourse qui est d'habitude attribuée au cinéma, mais ils ont ouvert une branche pour les créateurs YouTube et Internet, je crois, en général. Et du coup, pendant 1 an, c'est eux qui m'ont financé. Et là, c'est trop bien parce que c'est pas un client. Il valide pas ton concept ou pas. En gros, tu fais un dossier au début en disant voilà, moi j'ai envie de faire ça, c'est hyper détaillé et tout, mais une fois que t'as l'approbation, c'est juste toi en fait. T'es payé pour être toi. Et c'est trop bien. Et y a rien à vendre. Tu fais pas de la pub au CNC. Ouais. Je sais pas comment ils gagnent leur vie eux, mais vraiment c'est un bon concept. Ouais, c'est clair. En fait, t'es juste t'es toi, c'est tout. Et hop, zou. Donc voilà, il y a plein de manières de gagner sa vie sur YouTube. Plein de différentes. Du coup, c'est essentiellement aujourd'hui les sponsoring. Moi, je dirais c'est 1/3 sponsoring, 1/3 ce que j'ai gagné avant avec le CNC et les sponsors d'avant, et 1/3 OP Instagram. J'en fais pas souvent ça. Ouais, livres, autres trucs, un peu trucs marginaux. Mais on trouve un équilibre assez facilement. Aujourd'hui, les choses telles qu'elles sont te suffisent? Ou est-ce que tu te dis, il y a des choses, même d'un point de vue investissement sur des projets, est-ce que tu aurais besoin de plus, entre guillemets, et du coup, tu envisages de trouver d'autres moyens de... Justement, je suis en pleine réflexion par rapport à ça.
Comme on en parlait au début, là, je te disais que j'avais envie de m'entourer de gens d'une équipe. En fait, pour moi toute seule et une équipe ponctuelle, c'est très bien. Ouais. J'ai largement de quoi vivre et je suis très libre dans mes mouvements et tout, donc c'est trop bien. Mais si j'ai envie d'engager des gens à plein temps, il faut que j'ai une source de revenus stable. Parce que moi, le truc, c'est que c'est pas stable en fait. Genre, vu que je choisis de travailler avec des marques très ponctuellement, c'est, tu vois, genre c'est moi toute seule, je suis très stable. Mais si je dois être, tous les mois, ouais, je pense que ça serait plus difficile. Où ça durerait pas longtemps. Donc là, je suis en train de penser à un business plan un peu stable pour pouvoir me dire tous les mois, j'ai ça, je peux engager tel machin, tel truc. Voilà. Et ça, comment tu le vis, toute cette partie un peu plus administrative, financière ça fait partie du job et tu le fais, ou tu dis relou? C'est-à-dire quelle partie? Genre te dire il faudrait que j'embauche des gens, il faut que je fasse mes impôts, toute cette partie-là un peu pas 100% créative, je dirais quoi. Ouais, c'est un peu une galère. Je suis pas trop je m'étouffe encore je m'étouffe, c'est pas possible. 10 fois que je m'étouffe. Chez le dentiste. Après j'ai engagé une comptable assez tôt. Dès que j'ai ouvert ma micro-entreprise, j'avais une comptable. Donc déjà ça m'a assez aidée. Elle fait pas beaucoup de boulot parce que voilà, il y a juste des déclarations à faire tous les 3 mois ou des questions administratives que j'ai à lui poser. Mais ça m'aide, et après c'est un peu une angoisse, grand mot, mais je me demande comment je vais faire quoi. Voilà, mais je suis dans ces questionnements en ce moment, donc ouais. Mais après j'ai des amis qui l'ont fait, qui le font très bien. Donc c'est possible, c'est juste qu'il faut que je me bouge. Il faut que je change de mode de vie, tu vois. Parce qu'après ça implique aussi beaucoup plus de responsabilités. Moi j'ai aussi choisi cette vie parce que je suis complètement libre. Genre là, si j'ai envie de partir 3 mois au Guatemala, je peux le faire parce que j'ai pas d'employés qui m'attendent ici, parce que j'ai pas un planning de publication très précis. Mais voilà, je me dis que peut-être je cadre ça, mais c'est encore en suspens, tu vois. Je sais pas si j'ai très envie de cadrer ça. Ça marche. Je vais regarder l'heure aussi. Ça fait un moment qu'on cause. Non, mais on adore. Enfin, moi, j'adore. Mais justement, on parlait rapidement des musiques et le fait que tu mettes aussi des musiques assez connues sur tes montages et tout, ce qui rend évidemment la chose très sympa. Mais du coup, t'es obligé de démonétiser, c'est ça? C'est monétisé, mais ça va pas à moi les sous. Ouais, c'est ça. Si je pouvais démonétiser, ce serait si bien. Mais non, il y a toujours des pubs qui vont à d'autres gens. Ouais, c'est chiant. Ouais. C'est chiant, et en même temps là, il y a quelques vidéos, genre il y a quelques semaines, je me suis dit en fait, je m'en fous. J'ai pas envie d'enlever ma musique trop stylée pour mettre un truc libre de droit nulos, juste pour quelques vues et quelques monétisations, tu vois. Ouais. Après, encore une fois, j'ai ce choix-là. Quand on n'a pas le choix, je comprends qu'on le fasse. Et puis même quand on a le choix, je trouve c'est chiant, tu vois. Genre tu fais tellement de boulot et c'est pas monétisé, c'est trop nul. Mais après, ouais, moi je m'en fous un peu. Après, moi j'ai toujours été dans l'illégalité. Là, je commence à prendre vraiment un parti pris en me disant, je vais mettre les musiques que je kiffe. Je fais pas attention. Mais j'ai toujours été dans l'illégalité. J'ai jamais eu des musiques libres de droit de ma vie. Sauf qu'avant, j'avais des techniques un peu plus évoluées pour les camoufler. C'est-à-dire, je prends des karaokés de chansons pour les mettre en fond et tout. Donc, il y a toujours des chansons connues dans mes vidéos, sauf que je les masque un peu. Ou sinon, tu sais, c'est des chansons que j'ai piquées sur des sites de libres de droit. Ouais. Tu vois, ce genre de trucs là, des banques de sons. Ouais. Et genre ça, je l'ai payé 1 an, j'ai tout téléchargé, et du coup j'utilise encore les chansons libres de droit, donc je suis encore dans l'illégalité. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ça marche encore, parce que normalement quand tu payes plus, ils repèrent les vidéos. Ouais. Enfin bref. Bah, tant mieux. Écoute, tant mieux. Mais du coup, ouais, j'ai toujours été dans l'illégalité, sauf que là en ce moment, je prends un peu un parti pris en me disant, et si je mettais ce refrain que je kiffe, au lieu de mettre juste le karaoké derrière mes voix, tu vois. Voilà. Mais peut-être je vais arrêter bientôt parce que j'ai peur que tout soit striké, ça me fait peur. Et comment tu choisis tes musiques alors? C'est mes musiques du moment. Tout simplement. J'ai 6 ou 7 musiques qui sont toujours les mêmes, que j'aime trop, qui vont dans toutes les situations.
Ça va? Ouais, je commence à m'étouffer moi aussi. Tu veux du thé, de l'eau, quelque chose? Je vais boire, mais vas-y, continue, je t'en prie. C'est l'hiver. Eh oui, bah oui, bien sûr. Ouais, du coup, j'ai toujours 6 ou 7 musiques qui sont toujours les mêmes. C'est soit des karaokés, soit des trucs que j'ai volés sur des banques de sons. Et après, je rajoute des musiques du moment, tout simplement les musiques que j'écoute en ce moment, ou alors les musiques qui me font penser à la séquence dont je parle. C'est assez naturel. J'aime bien aussi me perdre sur YouTube pendant des heures et trouver des nouvelles musiques et me dire waouh, ça va aller dans une vidéo. Ou écouter beaucoup les instrumentales pour aller chercher les karaokés après les mettre et voilà, c'est ça ma technique musique. Super. C'est quoi la technique pour bien vlogger? Et bah écoute, j'ai demandé ça à Pierre Cross il y a quelques années quand je l'ai rencontré et quand j'étais trop fan. Parce que lui, tu sais, à l'époque, il faisait une vidéo par jour. Ouais, c'est ça, ouais. Et il était brillant dans ce format et j'étais trop fan. Et du coup, un jour, je l'ai croisé, je lui ai dit, c'est quoi le vlog, quoi? C'est quoi pour toi le vlog? Et il m'a dit un truc, je sais pas si j'arriverai à le ressortir, mais en tout cas, dans ma tête, c'était très clair et ça m'a énormément aidé. Il m'a dit, imagine, tu vois Rihanna qui marche dans la rue et tu la filmes. C'est la même vidéo que tout le monde. Tu vas filmer le même truc que tout le monde. Alors que si tu prends un autre angle et que tu te filmes toi en train de voir Rihanna, en train de courir pour la chercher, en train de dire oh là là c'est incroyable, de décrire ce que tu vois, ce qu'il y a autour, de décrire ce qu'elle fait, enfin tu sais genre des backstage, de parler de toi ouais. au lieu de parler d'autre chose. C'est là que ça va tout changer et c'est là que les gens vont s'identifier. Encore une fois, ce truc de on parle de soi pour parler des autres. Et en fait, il m'a dit ça paraît, peut-être ça paraît pas très clair, mais ça m'a changé la vie. Je me suis dit, voilà, en fait, je vais parler de ce qui se passe dans ma tête quand je fais des trucs. Et du coup, ça a toujours été un peu mon parti pris. Et après, un bon vlog, je pense que c'est un bon vlog, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de moments très rythmés et de moments un peu plus calmes, de moments un peu drôles et de moments un peu touchants. De beaux plans et de plans dégueulasses. C'est un peu un mélange de tous les extrêmes, je trouve. Et entre l'impro et la partie plus scénarisée, toi, comment tu procèdes? Est-ce que tu as déjà le plan dans ta tête et tu dis « Ok, je fais comme ça » ou est-ce que c'est aussi beaucoup d'impro et de capture du moment? Pour le vlog ou pour les autres vidéos? Peu cher, tu veux qu'on fasse une pause? En fait, je sais pas, mais... Posons-nous, hein, si tu veux. Un petit chat dans la gorge. Tu veux du miel? Ah ouais, je suis chaud. Ou un strepsil? Alors, la scénarisation. Sans transition. Moi, alors, attends, pour les vlogs ou pour les autres vidéos? Les deux. Pour les vlogs, j'ai toujours une idée de ce que j'ai envie de faire en partant, parce que c'est ça qui va amener le fil rouge. C'est ça. Enfin, en fait, la manière dont je filme va être déterminée par ça. Donc, j'ai réfléchi un peu en amont. Parce que si je filme tout et que, au final, tu sais, j'avais besoin de certaines séquences pour parler de mon sujet, bah, c'est chiant parce qu'on peut pas les retourner. Du coup, j'ai une idée de fil rouge, mais j'écris rien parce que, bah, on sait pas comment ça peut se passer, un voyage avec des gens différents, on sait pas trop comment ça peut se faire. Donc, je filme tout avec cette idée de fil rouge. Et quand je rentre, par contre, j'écris. J'écris toutes les voix off, j'écris toute l'histoire, j'écris le déroulement des vidéos avec tous les rushs que j'ai sous les yeux. Voilà. Donc ça, c'est le truc pour les vlogs. Rouge, tu l'as avant de commencer les rushs ou il peut devenir typiquement lors d'un voyage Bah, avant, je le faisais venir pendant le voyage. Genre, j'étais dans le voyage et je me disais de quoi je vais parler. En fait, c'est pas viable. Parce que bah, t'as tout le début du voyage qui est pas dans le bon sens. Faut réfléchir avant de partir, en fait. Ouais, c'est... Après, ça dépend, si c'est des grosses vidéos où je voyage pour cette vidéo, il faut y réfléchir. Ouais. Après, si c'est juste un voyage entre potes où je vais juste filmer ma vie et raconter après, je peux ne pas y réfléchir. Mais parce que c'est un parti pris, parce que j'ai réfléchi à ne pas y réfléchir. Voilà. Et après, les vidéos autres... Après, moi, c'est toujours un peu du vlog, il y a toujours des parties vlog et tout, mais j'écris tout. Tout est écrit, au mot près, à la virgule près, au rire près. Je me laisse... Avant de filmer. Avant de filmer, bien sûr.
je me laisse des encarts d'improvisation, mais alors ils sont encadrés, quoi. C'est-à-dire que j'écris entre deux phrases, je dis là, peut-être, improvise devant la caméra, mais alors on n'est pas sûr. J'écris tout parce que je trouve que c'est ça qui est le plus efficace pour parler d'un sujet complet, quoi. Moi, je me verrais pas du tout me mettre devant la cam et juste parler d'un truc pendant une heure. Texte avant de non. le faire Non, j'ai mon ordi. Ouais. J'ai mon ordi devant moi. Okay. Et vraiment, je fais... Et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de... Le machin, la solitude dans le confinement. Et genre, je regarde mon écran entre chaque phrase. Okay. Donc, mes rushs, mes vidéos longs, ouais. sans montage, c'est un cauchemar. C'est juste une phrase, silence. Une phrase, silence, une phrase, silence. Voilà, j'ai appris à faire comme ça. Je pense que c'est pas une très bonne technique et j'essaye de le modifier parce que c'est chiant à monter. Si j'ai envie de travailler avec un monteur, j'ai pas envie qu'il me voie lire ma phrase et dire à la caméra, tu vois. C'est super bizarre. Mais en même temps, j'ai appris comme ça et c'est ce qui a marché jusque-là. Donc, ouais, ça se sent pas du tout hein, dans la vidéo. Ouais, écoute, ça me fait plaisir. Vraiment, si ça se sentait. Tu nous parles. Non, c'est pas. Après, je l'ai écrit. C'est moi qui ai écrit, tu vois. Donc, oui, ça reste naturel. Et... En fait, quand je l'écris, c'est très naturel. Mais sauf que si je me mettais devant la cam et que je l'écrivais pas, je dirais pas tout ce que j'ai envie. Parce que j'ai déjà essayé, évidemment. Mais juste, tu sais, il manque des phrases, il manque des transitions. Ouais. Ça se marie pas bien avec les images que j'ai déjà. Enfin, c'est un peu une galère. Donc voilà, j'écris tout. Et ce sens du storytelling, de raconter des histoires, d'avoir voilà ce début, cette explication avec la petite morale. Comment est-ce que c'est long à faire ou est-ce que t'as déjà un peu ton fil rouge et t'as plus qu'à écrire le milieu? Enfin, comment vraiment ça se passe au moment de la création? Ça dépend. Hein. Ça dépend de chaque vidéo. Chaque vidéo est une nouvelle aventure. Là, par exemple, en ce moment, je suis en train de monter une vidéo sur la coloc et je vais parler de c'est quoi être enfermé avec sa meilleure pote pendant 1 an, pendant que le monde s'effondre dehors. En gros, c'est ça l'angle. Mais c'est super difficile parce que j'ai filmé pendant 1 an. Parce que moi, je filme toute ma vie, en fait. Je filme tout le temps, sans cesse. Et après, quand j'ai un truc à raconter, quand j'ai un sujet de vidéo, je peux illustrer comme ça avec tous les moments de vie que j'ai. Et du coup, dans une vidéo, dans ce cas-là, c'est un sujet, mais c'est un sujet qui regroupe toute l'année. Donc, je vais pas piocher quelques vidéos. En fait, j'ai toutes mes vidéos de 1 an. Et il faut que j'en fasse une histoire. Et c'est super difficile. C'est trop, en fait. C'est beaucoup trop de fouillis. Ah non, c'est beaucoup. C'est trop d'histoires, trop de trucs où... Trop. Donc, voilà. Pourquoi je te raconte ça? Je sais plus. Le process de l'écriture de ta vidéo, comment ça se passe Et bah, comment ça se passe? J'ai tous mes rushs. Je regarde tout. Donc, généralement, ça dure entre 3 et 6 heures par vidéo. C'est énorme. C'est beaucoup trop. Mais c'est amateur aussi, tu vois. J'ai jamais appris à monter, j'ai jamais appris à filmer bien comme il faut. Je fais ma touillade, quoi. Et après, une fois que j'ai tout, je regarde tout, je coupe les parties qui m'intéressent et j'arrive avec à peu près 30 minutes, entre 30 minutes et 1 heure. Et après, de là, j'écris. J'écris avec tous les rushs, je les mets dans l'ordre, je rajoute des voix off, je rajoute des face cam. Voilà, c'est ça la création. Ça te prend combien de temps d'écrire ta vidéo? Écrire, ça dépend. Il y en a, c'est 1 jour, il y en a, c'est 6 mois, il y en a, c'est... Ah ouais. Ça fait 3 ans que j'ai l'idée et j'ai toujours pas écrit. Okay. Quand je m'y mets, je dirais que c'est environ quelques jours, 1 semaine, quoi. Histoire de bien tout caler, de savoir ce que je vais filmer, quand je vais le filmer. Mais c'est long, généralement, ce genre de truc. Parce que je commence à écrire et puis après, je l'abandonne, je sais pas trop où ça va. J'y reviens quelques mois plus tard. Puis entre-temps, j'ai filmé d'autres trucs, donc j'abandonne ce projet. Enfin, tu vois, ça dépend, quoi. Tout se chevauche tout le temps. Est-ce que parfois tu es insatisfaite de ce que tu crées? Je sais pas. J'ai envie de te dire oui. Et en même temps, si j'étais pas satisfaite, je le posterais pas. Donc en même temps, non. Donc forcément, en fait, il y a forcément des trucs où je me dis ça va pas. Forcément des trucs que j'ai envie de faire plus grand, plus mieux, plus avec plus de budget, avec plus de que j'aurais pu faire autrement. Donc oui, dans ce sens-là, il y a des moments où je suis pas satisfaite, mais chaque chose que je poste, j'aime bien. En tout cas,
Maintenant, c'est le cas. Avant, je postais pour avoir une régularité et voilà, donc j'étais pas tout le temps satisfaite. Mais maintenant, Là, ouais. Tout ce que tu postes, t'en es fière et... Ouais, oui, globalement, ouais. Il y a des trucs, je me dis, c'est pas ouf, j'aurais pu faire mieux. Mais c'est pas un truc, je me dis, c'est nul, tu vois. Et est-ce que ça t'arrive de regarder tes anciennes vidéos et te dire, waouh, faudrait que je les supprime, ou ça me représente plus, ou... Ça m'arrive souvent de regarder mes anciennes vidéos, justement pour m'enlever ce truc de je suis pas fière. Okay. Parce qu'en fait, quand je poste un truc en soi, le rendu, j'en suis fière sur le moment et je le poste. Et après, j'y repense, c'est des semaines, des mois plus tard, et je me dis putain, c'était pas ouf. Hein. Et du coup, quand je le re-regarde, je me dis en fait, si, c'était super. T'as fait du super travail, Louane. C'est juste histoire de me rassurer un peu et de aussi me refamiliariser avec mon travail d'avant. Histoire d'avoir un peu aussi une cohérence avec toutes les vidéos, avec tous les trucs que je fais. J'aime bien que, tu sais, on retrouve les mêmes choses. Donc je trouve que c'est bien de regarder son ancien travail pour voir où on part, où est-ce qu'on va, comment on fait. Quoi. Ouais, voilà, j'aime bien. Et puis ouais, ça me rassure vraiment ce truc de... Ça va en fait, c'est cool. Mais après, je regarde pas les vieilles vidéos non plus, tu vois. Ouais. Mais je pense que j'aurais quand même ce sentiment-là de me dire c'est mignon, ça va, c'est bien, ça va, tu vois. Dans quelques années, tu la regarderas, t'en feras une vidéo. Ouais, bah ouais. Bon, je l'ai déjà fait, hein, les vidéos sur les vieilles vidéos, tu penses bien que... La classique. Ah, de ouf. Je vois que l'heure tourne. Alors, on va passer aux petites questions flash de dernière minute. Ok. Bah, je vais te reposer une question que je t'ai un peu posée de manière détournée au début. C'est quelles sont tes pépites YouTube du moment? Oh là là, c'est difficile. Je peux regarder dans mes trucs? Bien sûr. Putain, en ce moment, je regarde pas trop YouTube pour être tout à fait honnête. J'ai un peu décroché de YouTube. J'ai plus, tu sais, les pépitas. Avant, j'avais des pépitas. Avant, les gens ils me posaient ça, j'étais là genre, alors, il faut tout que tu regardes. Si j'ai un classique, un grand classique, c'est Luke Corns, qui est un youtubeur américain qui a mon âge, je crois, et qui fait des vlogs incroyables. Mais c'est pas des vlogs en fait, c'est plus du film en fait. C'est lui, son truc à lui, c'est d'aller voir sur place si ce qu'on lui a dit sur l'endroit c'était vrai. Par exemple, là, récemment, il est parti au Pakistan. Pakistan, on se dit oh là là, les guerres, tout ça là. Et lui, il a dit ouais, bah moi je prends des billets, je vais voir. Et en fait, bah c'était trop stylé. Il s'est fait des potes. En fait, je trouve qu'il démantèle trop bien ce que les médias racontent. Et il le fait très légèrement, et c'est beau, et c'est intelligent. Donc voilà, Luke Corn, c'est mon petit favori. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais te chercher des petites pépitas. Qui sait que quand je vois une miniature, je me dis, oh, je vais regarder. Ah, il y a Kelly Wakaza, okay. Qui est un youtubeur américain aussi, qui est très très fort en technique de montage, je trouve, et de tournage et de storytelling. Il est super fort. Et là, il vient d'emménager avec tous ses potes youtubeurs à New York. J'adore. Ça me fait rêver, en fait. C'est une vie qui me fait rêver. T'as envie d'aller faire une coloc avec Ah bah de ouf. Ah bah de ouf. Tu sais, moi, la coloc avec les potes, c'est mon dada. Alors à New York. Ouais, j'aime beaucoup. C'est pas un contenu que j'aimerais faire, mais j'apprécie beaucoup le regarder. Faut que je te trouve. Qui c'est qu'il faut que je te trouve? Faut que je te trouve un peu des meufs, là. Les meufs inspirantes, c'est qui? En ce moment, il y a Emma Chamberlain, qui est hyper cool. Peut-être tu connais? Non, je connais pas. Mais c'est une youtubeuse américaine qui est très très connue aussi. Genre, tu sais, c'était une des premières à faire des trucs. Et là où elle est trop forte, c'est que elle fait aucun effort, ni de présentation d'elle-même, ni de présentation de ses vidéos. C'est-à-dire que ses vidéos, c'est juste des plans fixes d'elle qui fait des trucs random. Et hop, c'est tout assemblé. Mais je trouve que c'est très fort dans le sens où c'est un parti pris énorme. Et elle est tout le temps toute seule. Et elle a un rapport à la solitude, je sais pas, elle est hyper calme. On dirait un vieux chat, en fait. Tu vois l'image d'un vieux chat tout poilu qui se met au bord de la fenêtre? Ah là, c'est elle. J'adore. Qui je peux te sortir? Je suis sûre que quand je vais arrêter ce podcast, je vais dire, mais j'aurais trop dû parler de ça. On fera un épisode 2. Ouais, c'est clair. Ah, de ouf. Avec plaisir. Bah après, j'avais d'autres pépites, mais c'est des gens qui ont arrêté. Genre, c'est des Casey Neistat, c'est des Elle Mills, c'est des gens comme ça, qui étaient génies il y a quelques années, mais qui maintenant ne font plus trop de vidéos, donc c'est... Ouais. Les recommander, c'est cool, mais c'est pas
On n'est pas dans le move, quoi. Écoute, j'ai plus. Pour le moment, j'ai que ça. Écoute, c'est déjà bien. Et en termes de musique, peut-être, ou des films que t'as vus, des choses que tu regardes, comme tu m'as dit que t'étais pas trop sur YouTube en ce moment. Musique, en ce moment, j'écoute beaucoup Ariana Grande. J'ai découvert ça, là, il y a pas longtemps, là. Et j'aime beaucoup, en fait. Jusque-là, je me dis j'aime pas, et en fait, si, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a? J'écoute énormément l'album de Bo Burnham. Parce que Bo Burnham, dès qu'il sort un spectacle, il sort un album avec, parce qu'en fait, c'est un humoriste qui fait des chansons, et il est trop fort. Et du coup, je l'écoute un peu pour la blague, un peu pas pour la blague, parce que c'est trop bien fait. Qu'est-ce que j'écoute d'autre? Billie Eilish. Billie Eilish, qui est quand même une icône mondiale. Oui. Je l'aime, et je l'écoute sans cesse. Shawn Mendes, j'écoute à fond aussi. Je vais le voir en concert bientôt, je suis trop heureuse. Et ouais, voilà. Qu'est-ce que j'ai en ce moment? Je crois que c'est tout. Je mets beaucoup les playlists découvertes. Du coup, je connais pas les gens que j'écoute, mais j'aime bien. Ouais, je suis un peu pareil, c'est pour ça que je demande. Ouais. Pour trouver des nouvelles personnes. C'est difficile, hein. Je fais un autre parallèle avec, dans ton livre, alors tu le dis pas exactement comme ça, mais c'est un truc qu'on retrouve, c'est la seule règle, c'est qu'il n'y en a pas. Ouais. Est-ce que malgré tout, tu pourrais me parler du meilleur et du pire conseil qu'on t'a donné? Ouah là là. Pire conseil, c'est travaille avec eux parce qu'ils sont connus. On m'a pas dit ça, tu vois, mais c'est en mode oui, il faut dire oui à eux parce que ils sont connus, ils sont crédibles. Oui, il faut comment dire? C'est ce truc de les gens plus connus ou les institutions ou les trucs un peu reconnus dans le métier, les plus grands networks, les plus grands agents, les plus grandes stars, les plus grands youtubeurs et tout. Il faut aller vers eux et il faut leur accorder crédit et il faut dire oui s'ils te proposent un truc parce que leur statut. Ouais, parce que c'est eux. Non. C'est à chier comme conseil. C'est pas du tout. Faut pas du tout faire ça. Ça va juste t'amener vers des gens qui ne te correspondent pas et qui vont te mettre la pression et qui vont... Ça ne marche pas. Voilà. Moi, je trouve que si tu croises pas naturellement les gens dans la vie et si ça se fait pas assez naturellement, faut pas y aller. Faut pas forcer. Ouais, de ouf. Tu sais, moi, mes parents, ils étaient beaucoup comme ça. Avant, ils me disaient ah ouais, tel truc t'as contacté. Je te dis n'importe quoi, mais par exemple, ah oui, Apple t'a dit de faire un truc avec eux. Bah, il faut faire avec eux parce que c'est Apple quand même, tu vois. C'est la grande entreprise et puis comme ça, t'auras des contacts. Et en fait, Apple m'a jamais appelé déjà. Non, mais en fait, c'est des conseils nuls parce que bah ça correspond pas avec mes valeurs. Tu vois, une marque comme Apple, j'ai pas du tout envie de travailler avec eux. Ça marche pas, tu vois. Et puis je m'en fous des contacts que Apple pourra me donner. Si je produis un truc avec eux, bah ça me plaira pas parce que bah c'est pas un truc que j'ai envie de promouvoir. C'est que des trucs comme ça. Donc voilà, pire conseil, travaille avec des gens connus parce qu'ils sont connus. Et meilleur conseil, attends, je vais réfléchir à celui-là parce que c'est important quand même. Ça peut en inspirer d'autres. Meilleur. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Voilà, si tu devais donner un conseil à un créateur qui se lance. Fais. Un mot simple, efficace. Juste fais. Je rencontre trop de gens qui me disent ah, je vais faire ça. Oh, mon rêve, c'est de ça. J'attends Noël pour avoir une caméra pour faire mes vidéos. Mais en fait, ça marchera pas, hein, les gars. Je suis désolée, mais ça me désespère quand j'écoute ça, parce que je me dis, mais c'est pas ça. Hein. Enfin, ça va pas. Il y a pas un moment où tu vas faire, en fait. Si tu fais pas maintenant, tu feras pas. Donc fais. Voilà, c'est mon seul conseil. Bah, je pense que c'est un des meilleurs conseils que tu puisses donner, en effet. Petite question plus légère. Qu'est-ce qui te motive à te lever le matin? J'adore le matin. C'est ça ma motivation. J'adore dormir, mais je préfère le matin. Et du coup, c'est une bataille tous les matins parce que vraiment, je suis fatiguée. Et en même temps, j'adore le matin. Tu te lèves à quelle heure? Je me lève vers 9h. En fait, je m'accorde ce luxe de ne pas me lever aussitôt que je me levais pour aller à l'école parce que c'était une torture. Et en même temps, je me lève pas trop tard parce que le matin, c'est my time to shine.
J'adore, je suis hyper motivée, j'ai envie de rencontrer tout le monde, j'ai envie de faire du montage que je déteste, j'adore, c'est trop bien. Le matin en soi te motive. Ouais. C'est génial. Voilà. Et sinon, c'est juste le fait de me dire que je fais le boulot dont je rêve et que je peux choisir ce que je fais dans la journée. Ouais. Je kiffe. Bah, trop bien. Tu peux inviter qui tu veux à dîner la semaine prochaine. T'invites qui? Bo Burnham. À fond. Ou Casey Neistat. Non, j'aurais rien à lui dire, je pense. Oh, attends, parce que Bo, j'aurais rien à lui dire non plus. Oh là là, attends, mais parce qu'il faut que je trouve des gens à qui j'ai des choses à dire. Ouais, je pense Bo Burnham, en vrai. En même temps, j'ai pas tant de choses à lui dire, mais Est-ce que tu lui proposes de travailler avec toi? Non. Non, je pense que déjà, rencontrer ses idoles, c'est une galère. Donc, travailler avec... Non, je pense pas. Je pense que tu dois travailler avec des gens que tu connais pas. Ça, c'est mon truc. Si tu connais des gens, si t'es fan de gens et tout, ça va pas marcher. Je pense. Ouais. Pourquoi? Parce que y a un déséquilibre dans la relation. Tu peux pas construire un truc avec eux parce que toi, t'as déjà construit un truc de ton côté, sans eux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je trouve que... Tu t'es monté ouais. l'image de la chose, peut-être... Je trouve que les meilleures relations professionnelles, c'est avec des gens que tu rencontres dans ton milieu, mais par hasard, tu vois, dans le vif. Pas des gens que t'as cherché à rencontrer. Voilà. Super. Et petite dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite? Écoute, ça non plus, j'en sais rien. Je trouve que, ouais, tester des nouveaux trucs, le maximum. On peut me souhaiter de tester des trucs nouveaux et d'avoir des projets autour de tout ça. De voyager, mais ça en même temps, je le fais déjà, donc voilà. T'as un rêve de voyage que t'aimerais réaliser là dans les prochains mois? J'aimerais bien aller au Costa Rica. C'est un truc qui se prévoit un peu, qui va se faire là dans les prochains mois, cool. Pour faire des vidéos avec un copain youtubeur. Voilà, j'en dis pas plus, mais ça va être chouette. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Bien. Bah merci en tout cas énormément Louane pour. Merci à toi, hein, c'était trop bien. Pour tout ce que tu nous as partagé, ta bonne humeur, ton côté spontané, authentique. Merci beaucoup. Voilà, moi j'adore et je pense que je suis pas la seule. Donc encore félicitations pour tout ce que tu fais et merci. Merci beaucoup, ça me flatte. À bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, envoyez du love en commentaire, taguez-nous en story en Aparté Podcast et Louane Mancho. Envoyez cet épisode à vos amis aussi. Vous le savez, c'est le meilleur moyen de me soutenir sur ce projet. Un grand merci et à très vite pour de nouvelles conversations en aparté.